Faut-il encore essayer de convaincre les platistes ou les abandonner à leur sort et on avance sans eux? Ça, c'est une bonne question de la science. Hein. Mais c'est une vraie question que vous me posez ou c'était en guise d'intro? C'est une vraie question en guise d'intro, mais c'est une vraie question. Alors, pour être tout à fait sincère, Oui. moi, je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui doit aller dire aux gens comment ils doivent penser. Donc, quelque part, oui, voilà. Si les gens veulent penser que la Terre est plate, grand bien leur face. Oui, franchement. Moi, je ne me considère pas comme étant un missionnaire. Oui, donc, mais je me disais en tant que scientifique que ça vous agace. Non, ça ne m'agace pas. Non, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Ouais. Et moi, mon objectif, c'est simplement de faire aimer la science à qui veut aimer la science. Mais je me focalise pas pour essayer d'aller dire « Oh, mais lui, voilà, il est platiste, il a envie de croire que la Terre est plate. » Grand bien à lui fasse. Et c'est tout. Bonsoir Fabrizio Buccella. Bonsoir, enchanté. Thibaut, enchanté. Enchanté. On est au Musée des Arts et Métiers, Oui. devant ceci. Oui, le fameux pendule de Foucault. Exactement. Alors, ma question était liée, évidemment, ma première question avec Exactement. ceci, parce que ceci nous permet de comprendre que la Terre tourne sur elle-même et donc qu'elle est ronde. En tout cas, que c'est un globe. Alors ça, non, je c'est me pas trompe. évident. Non, c'est pas évident. C'est-à-dire que si vous avez uniquement ce pendule de Foucault, Oui. c'est pas facile de... Enfin, vous ne pouvez pas en déduire que la Terre est ronde. Ah. Donc, par rapport à nos camarades platistes, vous êtes chocolat bleu pâle, entre guillemets. Dans le sens qu'ici, vous pouvez en déduire que le plan du pendule est fixe et que la Terre, le globe terrestre, est en train de tourner sous le plan du pendule. Oui, alors. Il tourne de cette manière-là. Alors, il faut expliquer comment on le sait, parce qu'on voit qu'il y a des petits aimants comme ça. Exactement. Et donc, ça, alors, on a- expliquez-nous ce qui se passe. En fait, ils ont placé, les gens du musée, les petits aimants avec des gants. C'est des petits aimants aimantés, forcément. C'est des petites tiges aimantées. Et à un moment donné, le globe en fait basculer l'une et en fait basculer l'autre. Et donc, on sait déterminer la rotation de la Terre. Il a fait basculer cet aimant aussi. Oui, on le voit, il passe dessus, là. Il passe dessus, il a fait basculer ensuite cet aimant-là, Ouais. et maintenant il est censé faire basculer le deuxième aimant de ce côté-ci. Celui-là, il se rapproche gentiment, hein, Il c'est se ça? rapproche gentiment. Ouais. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Alors, ce si n'est je me pas... mets dans l'axe, est-ce qu'il y est bientôt? Oui, ça vous avez... il y a un Il y demi-centimètre. a un demi-centimètre, mais donc à mon avis, le temps qu'on fasse l'explication, on y sera. Ouais. Mais donc en fait, l'idée de ce pendule, c'est non pas que le pendule bouge, ça c'est notre référence à nous. Oui. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'axe le plan du pendule, le plan d'oscillation est fixe et que c'est la Terre en dessous qui est en train Tourne de... sous lui. qui tourne sous lui. Ouais. Et donc, cette expérience de M. Foucault qui permet de dire qu'en fait la Terre tourne. Alors l'autre Oui, mais alors si question, elle tourne, elle pourrait être plate et tournée. techniquement elle pourrait être plate et tournée. Oui, c'est vrai. Mais, si vous allez faire cette expérience à une autre latitude, à un autre endroit de la Terre, Ouais. eh bien vous allez trouver qu'en fait le pendule met un temps différent pour faire ce fameux tour. Et de là, la seule conséquence, c'est que vous êtes sur une sphère. Donc l'endroit le plus court sur la Terre pour faire un tour pour ce pendule, c'est où? C'est au nord ou au C'est sud? au nord ou au sud, exactement. D'accord. Quand vous Et êtes sur plus le on est pôle, proche de l'équateur, plus c'est long. plus c'est long. À l'équateur, c'est infini. À l'équateur, le pendule ne tourne pas, si vous voulez. Ici, à Paris ou à Bruxelles, c'est de mémoire une trentaine d'heures. 31 ou 32 heures, parce qu'en vérité, on Et n'est pas 24. Et pas 24. 24, c'est à l'équateur. Dès que vous descendez de l'équateur, la fréquence, enfin le tour complet du pendule commence à augmenter. Ah oui, ça se rapproche grandement, vous Mais savez. donc, Oui. donc, pour revenir à ce qu'on disait, vous avez besoin de faire l'expérience à deux endroits différents pour être bien Pour être certain sûr. que la Terre est ronde. En faisant une seule fois l'expérience, vous n'êtes certain que d'une chose, c'est que la Terre est en fait en train de tourner. Mais, Il y a toujours un mais. on se résume. Ce pendule est dans un plan d'oscillation qui est un plan fixe. Oui. C'est la Terre qui tourne sous lui. Oui, ça vous me l'avez expliqué. Ça, on l'a expliqué. Alors, la question sur laquelle les Romains s'empoignèrent, c'est le plan du pendule qui est fixe. Il est fixe par rapport à quoi? Et c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il est fixe là-haut, il est accroché là-haut. Non, ça c'est le point d'accroche du pendule. Mais Oui. ici, on est en train de parler du plan d'oscillation. Oui.
Le plan d'oscillation du pendule, il est fixe, vu que c'est la Terre qui tourne. Oui, oui. Mais donc ce plan d'oscillation, il est fixe, mais il est fixe par rapport à quoi? Ah, j'en sais rien, expliquez-moi. Ah oui, j'en sais rien, on doit tout faire ici. Bah, enfin, vous allez pas m'engueuler quand même, c'est vous qui savez tout ça. Hein. On est en train de la voir, attendez. Parce Oui, que, alors attendez, d'abord, attendez. on va la voir. Julien, on peut se rapprocher voilà. Là, on va la voir. Ouais, là, on l'a. Il l'a touché. À la prochaine, ça y est. Ouais, moi je parierais sur la prochaine ou la suivante. D'accord. Alors ici. Les paris sont ouverts. Ah, il a touché. Il a touché. Mais il l'a décalé, donc ça Il risque l'a d'attendre décalé. encore un peu. Ouais. On va se faire le bon strike. Tac, tac, tac. Non, parce qu'il l'a décalé un peu. Non, il est. Je pense que c'est pour celle-là. Il est rebelle, hein, il est rebelle. Non, encore. Il touche, on l'entend. On entend vraiment bien le petit son. Julien, est-ce qu'on voit bien? Et Je vous l'expérience présente est Julien. magnifique. Hein. Ah, il l'a touché encore. Hein. Il la touche encore. On va la voir. Moi, je vous dis qu'on va la voir. La science peut tout. Oui, Ça là, encore, oui, bling. En fait, c'est l'aimant qui le tient. Hein. C'est l'aimant qui tient. Ah oui, puisqu'il c'est est- l'aimant qui tient parce que techniquement, Encore. il bouge. On va la voir. Hop. Allez. Oh, j'aime bien ce petit bruit là, ce petit Mais système. sauf qu'il Il le décale. pousse, il le décale. Et donc forcément, ça prend un peu plus de temps vu que... Et regardez comme on peut le voir à l'image, il s'est largement rapproché de son petit camarade à côté là. Exact. Oui, parce que c'est malhonnête. Il est en train de le décaler, l'aimant. Mais à un moment donné, il va trop bouger. Il va la voir. Ça, c'est certain. Mais donc, on rappelle, c'est la Terre qui bouge. Hein. Le plan du pendule est fixe. Hein. Ça me fascine. Hein. Mais c'est fascinant parce que oui. là, on voit en live la Terre qui bouge. Oui. Là, Allez, on va la au voir. retour les deux. Ouais, là, on va la voir. C'est pas possible. Oui. Oh là là. Oui. C'est mieux qu'au bowling. On peut faire des paris Enfin, ici. en même temps, au bowling, j'espère qu'on fait plus vit que ça. Bah, Là, là, c'est il va terminé. le prendre. Là, il va le prendre Là, parce qu'il a c'est bien terminé. bougé. Là, c'est fait. Et voilà. Bravo. Vous savez ce qu'on va faire? Non. On va filer, on va monter Mais dans attendez, le il y musée. avait une question. Oui. Vraiment le plan. Une question. Le plan. Oui, Il est le fixe plan. par rapport à quoi? Par rapport à quoi il peut être fixe? Mais, Newton, il disait qu'il était fixe par rapport à l'espace absolu. Alors depuis Ouais. Newton, on sait que l'espace absolu, comme étant un espace absolu, rigide, immobile, n'existe pas. Alors, si mes étudiants me posent la question très rapidement à la fin d'un cours, je leur dis c'est fixe par rapport aux étoiles lointaines. Les étoiles lointaines sont des repères qu'on peut à D'accord. peu près considérer fixes. Mais non, les étoiles lointaines bougent quand même. Et en fait, ce mystère-là, pour moi, c'est un des plus grands mystères du pendule de Foucault, parce qu'il n'est jamais abordé. Quand vous regardez sur l'Internet ou les choses sur le pendule de Foucault, Et de l'autre côté, il est déjà tombé. il est déjà tombé. Le plan du pendule de Foucault, aujourd'hui, la physique ne peut pas vous dire exactement par rapport à quoi il est fixe. On a des idées, mais on n'a pas. C'est un des mystères, un des gros mystères de la physique. On est tous d'accord que ce plan du pendule est fixe, mais il est fixe par rapport à quoi? Alors, une interprétation qui est une interprétation sur laquelle les physiciens sont en grande partie d'accord, mais pas à 100% d'accord, c'est de dire que le plan du pendule est fixe par rapport à la répartition des masses de l'univers. D'accord. Un truc complètement fou. Donc, c'est la répartition globale des masses dans tout l'univers Ouais, je qui comprends. fixe l'orientation de ce plan. Mais alors vient la question, entre guillemets, vertigineuse, qui est celle de dire, imaginez, c'est une expérience de pensée, vous faites votre pendule de Foucault et vous retirez les masses de l'univers. D'accord. Est-ce que le plan reste fixe ou pas? Eh bien, ça, c'est une des questions à laquelle aujourd'hui la physique n'a pas de réponse. C'est pour moi un des plus grands mystères, parce que chaque fois qu'on aborde le pendule de Foucault, on ne va pas jusqu'au bout de Et l'explication. est-ce que certains travaillent sur le fait de trouver cette explication d'une manière ou d'une autre, ou pour l'instant c'est pas une des priorités des physiciens de ce monde? Non, c'est une, comme souvent, c'est pas la priorité de la majorité des physiciens, mais il y a des physiciens qui travaillent dessus. Einstein, notamment, dans sa théorie de la relativité, a été dans le sens qu'on évoque. Donc c'est pas simplement, c'est ce qu'on appelle la théorie de Mach. C'est une théorie Mach ou Machienne, c'est M-A-C-H. Et pour l'instant, la physique, elle est à 90-95% Mach.
machienne, elle accepte que c'est la répartition des masses de l'univers, mais ce n'est pas à 100% non plus. Vous venez de faire publier ce livre. Comment rester au sec avec une veste mouillée? Venez, on avance. Oui, on avance. Parce que ce titre, on se demande qu'est-ce qu'il nous raconte. Puis il y a un petit sous-titre et encore plus d'énigmes scientifiques ébouriffantes. Encore plus, because c'est le tome 2 du tome 1 qui est sorti l'année dernière. Ah oui, alors d'ailleurs, j'ai pas le petit bandeau. Ah, mais dans le petit bandeau, ça c'est un peu triste parce que c'est pas tous les jours qu'on me fait un bandeau. On était passé de 900 000 followers à 1 million. Mais en fait, l'éditeur. Donc, entre-temps, vous avez pris des abonnés sur un peu les plus, réseaux sociaux. parce qu'en fait, en vérité, on est quasi à 1,5 million, mais l'éditeur avait peur qu'on n'y soit pas. Et vu que ça a été décidé il y a 6 mois, l'impression du bandeau, il avait mis 1,2 million par honnêteté. On a vu combien il y en avait encore qui étaient tombés. Quand on revient, on regardera si on éléments sont tombés. On en avait 2 d'un côté et 1 de l'autre. 2 de l'autre, parce qu'il y en avait déjà 2 qui étaient tombés. 2 de chaque côté. 2 de chaque côté, voilà. Exact. On va monter dans les étages de ce musée des arts et métiers. J'ai plein de questions, évidemment. Bon, parlez-moi de ce livre. Oui. Comment vous viennent ces idées parfois un peu à la noix, mais j'aime bien. Oui, parfois un peu, notamment comment rester au sec avec une veste mouillée, c'est une idée à la noix de coco, je suis bien d'accord. Alors comment est-ce que ces idées à la noix de coco me viennent? Alors en grande partie, c'est ou de mes étudiants, ou aussi maintenant des réseaux sociaux. Ah oui. Et aussi de beaucoup de mes lectures, parce que je vous avoue en toute sincérité que j'ai pas la vie la plus passionnante du monde. Mais moi le soir, vous lisez. je lis les bouquins de physique. C'est ça que je vous dis que bon voilà, a priori, moi j'aime bien ça, mais c'est peut-être pas la vie rêvée du quidam lambda de se dire que le soir il rentre à la maison, il lit des bouquins de physique. Et forcément, là il y a plein d'idées qui viennent aussi. Donc voilà, vous avez un peu les 3 sources. Est-ce qu'on se pose assez? Je vais vous provoquer un petit peu en vous disant des questions à la noix. Est-ce qu'on se pose assez de questions à la noix? Est-ce qu'on est assez curieux? Est-ce que je pense j'ai un avis. Oui. Bon, ma question est un peu orientée. Est-ce qu'on est moins curieux qu'avant? Je pense pas qu'on soit moins curieux qu'avant. Non. Je pense pas. Parce que, alors, je vous explique ma théorie. Je pense que comme tout est à portée de main, la moindre explication, la moindre question que je me pose, j'ai une réponse dans l'instant. Si je veux le demander à Google ou à ChatGPT maintenant, voilà. J'ai plus besoin de me poser de questions. Ben, c'est pas si vrai, parce que si vous demandez à ChatGPT, à la fin de l'histoire, en tout cas encore aujourd'hui, il va vous donner 7 ou 8 explications pour un phénomène. Et puis il faut quand même le regard du physicien pour essayer de retirer quelle est la bonne l'explication qui va un peu au-dessus, celle qui est l'explication principale. Et si vous dites à ChatGPT, donnez-moi l'explication principale, il va continuer un peu à filouter, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de vous noyer dans un flot d'explications. Et je peux vous assurer, aujourd'hui où on se parle, je pourrais engager une personne à temps plein rien qu'à répondre aux questions qu'on m'envoie sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok. Et c'est pas des questions, c'est ça, des questions de physique. Je dis, moi tout à l'heure en arrivant ici, j'en ai encore répondu à 10. Mais 10 par exemple, vous en avez une là, si vous n'avez pas votre téléphone sur vous? Oui, donc c'était quoi le... Tiens, regardons. C'était quoi la dernière? Attendez, ici, je vais aller sur... Alors qu'on est devant la machine à vapeur de Watt. Et vous aviez envie qu'on oui, voilà. Bonjour professeur, lorsqu'on roule, voilà, c'est de la dernière que j'ai répondu, encore mais lorsqu'on roule en voiture, quelle est la vitesse réelle? Celle du compteur ou celle fichée sur le Waze? Moi j'ai lu de mémoire que Waze était plus précis. Merci de votre réponse, bonne soirée à vous. Voilà, mais je pourrais engager quelqu'un pour faire ça. Mais ça, c'est une question de physique? Oui, c'est un peu une question de physique parce qu'en vérité, le tachymètre, le compteur de la voiture, il est calé sur le fonctionnement de la roue, techniquement, donc c'est les tours de roue, alors que Waze, il utilise en fait le GPS, exactement. Donc on est en plein dans la physique. Qu'est-ce qui est plus précis? Est-ce que c'est la mécanique interne de la voiture ou est-ce que c'est le GPS? Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le GPS, il n'y a rien de plus précis, en tout cas par rapport à cette application-là. Mais ici, voilà, je vous disais, j'ai répondu à 10 questions et c'est dans une mer de questions. Je n'arriverai jamais à répondre à toutes les questions qu'on me pose. Voilà. C'est la machine à vapeur de Watt. Ah, la machine à vapeur. Oui, alors parce que vous vouliez nous parler de la machine à vapeur. Alors là, on va en avoir un exemple, mais tout à l'heure, un peu plus tard avant de partir. Non, ça ne me gêne pas. Je vous présente Julien, parce que Julien me fera des signes si ça ne marche pas. D'accord, s'il entend du son. Alors, parce que tout à l'heure, vous allez nous montrer, juste avant de partir d'ici,
le fonctionnement d'une certaine manière de la machine à vapeur. Oui, exactement. Alors la machine à vapeur, c'est bien sûr la révolution industrielle. Donc la machine à vapeur, c'est une machine qui va transformer de l'énergie thermique, de l'énergie due à la chaleur, l'énergie de la vapeur en énergie mécanique. Donc le principe est d'une simplicité enfantine, encore fallait-il y penser, c'est qu'en vérité, vous faites chauffer de la vapeur, cette vapeur pousse le piston et le piston monte. En ce faisant, il actionne par un mécanisme de Biel et de Vilebrequin tous les autres, tutti quanti, et il fait faire à la roue à une partie du tour. Et puis à un moment donné, et c'est ça le principe essentiel de la machine à vapeur qu'on reverra tout à l'heure, il faut qu'il y ait une source froide, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une déperdition de chaleur pour que le gaz à l'intérieur du piston se condense et que le piston redescende. Donc la machine à vapeur... Parce que s'il n'y a que de la vapeur, que du chaud, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour avoir le cycle complet, le fameux cycle de Carnot, vous devez avoir une source chaude et une source froide. Et ça, c'est en vérité assez peu compris. Alors, sur ce bazar, vu qu'on ne sait pas le toucher, on ne sait pas le manipuler, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et donc, tout à l'heure, on aura une machine qu'on pourra manipuler de nos deux mains pleines de doigts et on pourra faire l'expérience et on pourra montrer comment ça fonctionne, comment ça marche. Quels sont les... On avance dans ce... Il fait chaud ici. Hein. Il fait pas froid, disons. On était mieux dans l'église tout à l'heure. Ah, dans l'église, c'était parfait. On pouvait se reposer éternellement. Quelles sont aujourd'hui les grandes interrogations en physique? Je vous demandais tout à l'heure, on me disait oui, le plan, mais les autres, un point sur lequel tous les physiciens se disent là, il faut qu'on avance. Là, on s'en rapproche. Là, tout le monde se dit si je trouve ça, j'aurai le prix Nobel. Oui, alors le gros bazar, comme on l'a vu, 90% des physiciens diront ça c'est le truc sur lequel la physique, entre guillemets, aujourd'hui bute et on voudrait avancer, c'est la fameuse unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Alors expliquez-moi. Alors la mécanique quantique s'occupe de l'infiniment petit. Oui. Avec des interactions, qui est le langage du physicien pour dire que ce sont des forces qui gèrent la composition des atomes, des électrons autour des noyaux atomiques. On a des formules qui correspondent à quelqu'un que je connais et qui s'est penché sur le sujet. Oui, et qui s'est penché sur le sujet. Einstein. Alors la relativité générale, elle utilise, ou en tout cas elle met en œuvre une autre force, qui est la force de la gravité, qui est la seule force qui, entre guillemets, agit à grande échelle. Donc vous avez d'un côté une théorie de la physique qu'on appelle la quantique, qui explique pourquoi la matière est stable, et de l'autre côté une théorie qui explique pourquoi l'univers est stable, si vous voulez. Et il faut à un moment donné réconcilier les deux. Et cette réconciliation de la mécanique quantique avec la relativité générale, ça fait depuis 100 ans qu'on essaye et qu'on n'y est pas parvenu. Est-ce qu'on s'en rapproche ou pas tant que ça? Non. Pour l'instant, on ne s'en rapproche pas. On a cru longtemps s'en rapprocher. On a cru longtemps s'en rapprocher avec notamment la fameuse théorie des cordes. Vous avez peut-être entendu parler. Cette fameuse théorie des cordes aurait pu être un candidat à unifier ces théories. Et en vérité, il y a toujours un endroit où ça coince. Et donc aujourd'hui, on arrive localement dans des problèmes particuliers à faire ce qu'on appelle une théorie quantique de la gravité ou une théorie gravitaire quantique, mais à la fin de l'histoire, on est loin d'avoir une théorie unifiée. Théorie du tout. C'est un peu le Graal des physiciens. Si vous avez la théorie du tout, qu'est-ce que ça change? Pour les physiciens, ce serait, entre guillemets, sans vouloir être... pour moi, je suis pas physicien, qu'est-ce que ça change pour moi? Pour les physiciens, si vous aviez une théorie du tout, ce serait, entre guillemets, comme lire la pensée de Dieu, sans vouloir blasphémer. C'est reading the mind of God. Parce que ce serait la théorie qui permettrait d'expliquer tout l'univers de A jusqu'à Z, qui expliquerait le début, le milieu, la fin de l'univers, forcément. Donc de nouveau, c'est vertigineux de se dire qu'un jour on pourrait l'obtenir. Et certains physiciens pensent qu'en vérité, c'est logique qu'on ne l'obtienne pas, parce que l'univers est ainsi fait qu'on ne pourra jamais que trouver des approximations de la description de la nature sans jamais avoir la description ultime de la nature. Vous voyez, c'est des questions qui vous prennent aux tripes. Hein, je dis, si vous ouvrez le dossier, vous pouvez passer des soirées à phosphorer. Ça vous empêche de dormir, quoi. Vous avez bien sûr. On est sur la partie mécanique ici. Oui.
avec des moteurs, évidemment. Oui, ça, il y a plein de moteurs, des roulements à billes, il n'y en a pas qu'un peu. Et alors, regardez ceci. Oui, ça c'est un avion, ça, non? Oui. Oui. L'avion de Clément Adair. Ah oui, ben, j'aurais pu prendre... J'ai plein d'avions de démonstration à la maison. Ah bon? Oui, mais savez-vous comment on vole un avion? Ben, c'est la pression des ailes sur l'air. Oui, exactement. C'est les ailes qui poussent sur l'air et avec ça, et l'air qui en retour pousse sur les ailes. Et c'est ça qui fait l'importance. Ah oui, c'est action-réaction. L'une contre l'autre. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, on peut faire une expérience. On sera dans la voiture. Oui. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit le chauffeur, mais nous, on peut le faire. Oui. On pose, on mettra la main dehors de la voiture. D'accord. Et si vous mettez la main dehors de la voiture et que vous la penchez, elle monte. Et je faisais ça quand j'étais petit. Je faisais comme ça. Oui. Vous étiez en train de tester le fonctionnement d'un avion. Parce qu'en vérité, en poussant la main sur l'air en retour pousse sur la main. C'est l'importance. Vous aviez compris l'importance. Et c'est pareil si je m'assois sur ce banc, par exemple? Alors, si vous asseyez sur ce banc, pourquoi est-ce que vous n'enfoncez pas sur ce banc? Ça, c'est un problème vertigineux de la quantique. Alors, c'est pareil que vous pouvez dire que c'est action-réaction. Oui. Donc, votre poids appuie sur le banc en retour appuie sur vous. Oui, mais pourtant la gravité va dans ce sens-là. Bien sûr, mais l'action-réaction, la troisième loi de Newton dit toujours que si vous avez une force, il y en a une qui compense. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Mais les physiciens ont voulu savoir d'où venait cette force de réaction. Eh bien, cette force de réaction vient d'un principe de la quantique qui dit que vos électrons à vous qui vous constituent ne peuvent pas s'interpénétrer avec les électrons du banc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un principe d'exclusion. Donc je ne m'enfonce pas et je ne me mélange pas avec le banc. Exactement. Vous ne vous mélangez pas avec le banc par un principe quantique d'exclusion. Alors que techniquement, il y a toute la place qu'on veut pour s'enfoncer dans le banc. Parce que la matière est considérée à 99% de vide. Donc on pourrait s'enfoncer dans le banc. Mais sauf qu'il y a ce principe d'exclusion qui dit que les électrons sont un peu associables. Ils veulent bien aller ou tout seul ou à deux. Eh bien, vos électrons, ils sont bien à deux là où ils sont. Et chacun à deux, mais ils n'ont pas envie d'aller s'interpénétrer avec les électrons du banc. C'est le principe d'exclusion de Pauli, le Wolfgang Pauli, le monsieur qui l'a conceptualisé. On descend au frais, oui. Pas mal cet avion quand même. Hein. L'avion est pas mal. Ouais. Alors après, je m'y connais pas assez en avion, très modestement, pour pouvoir dire, avoir l'œil de celui ou celle qui s'y connaît, qui dirait c'est absolument incroyable de ce point de vue-là. Est-ce que l'homme a besoin de se prouver qu'il s'est trompé, que ses ancêtres se sont trompés? Alors après, sans doute, il y a des personnes qui fonctionnent de cette manière-là, mais ce qui est certain, c'est que je pense que l'homme a besoin d'essayer de comprendre pourquoi il est dans le monde, d'où il vient, comment s'est créé l'univers. Oui, mais vous voyez bien que ces questions, on y a répondu d'une manière très différente au fil de l'avancée de l'humanité. Bien sûr, voilà. Mais pour moi, ce n'est qu'une conséquence. Mais c'est très modeste, si vous voulez. C'est qu'une conséquence. C'est simplement qu'on continue à se poser ces questions. C'est d'ailleurs en partie pour ça que les pouvoirs publics financent la recherche scientifique aussi. Hein. La recherche fondamentale, elle est financée aussi parce que simplement, on estime que l'humanité doit répondre à ces questions-là. Mais ça reste la motivation première est quand même de répondre à des questions qui nous touchent toutes et tous. Et après, on se rend compte qu'en fait, on y répond différemment que les anciens. Mais c'est marrant parce qu'on parle en ce moment avec l'arrivée de l'IA des blessures narcissiques de l'humanité. Avec la révolution copernicienne, l'arrivée de Darwin et de la théorie de l'évolution, l'inconscient découvert par Freud, et là l'arrivée de l'IA. C'est comme si l'homme voulait se prouver qu'il n'était pas si puissant que ça. Oui, ça je sais pas, ça je peux pas aller jusque là. J'entends le raisonnement, mais je peux pas dire oui ou non. On est en train de dépasser allègrement mon niveau d'incompétence. Je rappelle que je suis un simple physicien. Là, vous m'emmenez sur le terrain philosophique. Oui, mais on est obligé d'y penser quand on est physicien. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, quand on parle sur l'équation ultime de la nature, sur l'existence, la question la plus importante de la vie, d'après Leibniz, un des plus grands physiciens et mathématiciens, c'était pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est là plutôt que de ne pas être là. Et c'est aussi une question vertigineuse. Donc je suis d'accord que la physique arrive à des questions philosophiques, mais elle y arrive par son chemin à elle, qui est respectable, son chemin de physicien.
Regardez, il y a une machine à vapeur ici. Là, il y a des machines à vapeur, il y a aussi des bateaux, avec la fameuse portance du bateau, parce que, la fameuse poussée d'Archimède. Celle-ci, elle est extraordinaire. Ouais, là, il y a quelques pistons. Alors après, le physicien n'est pas ingénieur. Est-ce que ça vous intéresse la transposition mécanique, physique, concrète, je veux dire, de la théorie physique? Alors, moi... Non, vous êtes physicien, vous expliquez le concept et après l'utilisation qu'on en fait... Alors, moi je suis physicien et pas ingénieur, et donc autant j'ai plaisir à avoir une jolie machine et éventuellement la faire tourner. J'en ai quelques-unes dans la maison, des machines d'époque, j'ai mon petit musée à moi de petits instruments de physique, mais je n'ai pas, j'ai pas le même plaisir à faire tourner une machine que... à expliquer comment elle tourne. Voilà, chacun a son niveau d'explication. Je comprends. Moi je suis physicien et si je devais être physicien, plutôt catalogué physicien qui s'occupe un peu de la théorie et moins de la pratique. Mais est-ce que vous qui êtes physicien, qui pensez, vous y pensez souvent quand même. À quoi? À la physique. Ah oui, quand même. Moi je pense pas, je prends un vélo, je me dis pas tiens il fonctionne comme ci, comme ça. Oui. Vous, est-ce que vous avez toujours en tête Alors un peu, il y a un côté des formations professionnelles et puis un peu de temps en temps vous mettez aussi le cerveau en mode repos, de la même manière que si vous allez dans une voiture et que vous êtes le passager, vous n'allez pas commencer à voir vos pieds qui bougent comme pour conduire la voiture à la place du conducteur. Vous acceptez de shifter parce que sinon vous devenez fou. Mais c'est de plus en plus rare et donc pour l'instant je me demande si je suis pas en train de devenir fou. Comment rester au sec avec une veste mouillée? Alors, vous m'expliquez, parce que c'est la première. On va en donner quelques-unes. Après, on va en donner quelques-unes. Pas 50, parce qu'après il faut acheter le livre. Il y en a combien? Oui, il y en a une quarantaine, une cinquantaine. Oui, si on en donne 50, alors autant pas acheter le livre. Tiens, comment savoir que la Terre tourne quand on est au-dessus? Quand on est dessus, page 43. Eh bien, donc et c'était indiqué sur la page 43, une des manières de le savoir, c'est de prendre de faire 2 fois l'expérience du pendule de Foucault à 2 endroits différents. Exactement. C'est marqué là, le pendule de Foucault. Vous voyez que quand même, on connaît son propre livre. Ça me rassure, ceci dit, parce qu'on va faire 2 heures ensemble. Oui, voilà. Le type n'est pas tout à fait un imposteur, il a relu avant d'arriver. Le problème, c'est que j'aurais du mal à vous piéger sur les questions de physique. Allez-y. Ouf, je me piège tout seul, merci. Vous n'avez pas besoin de me piéger. En fait, c'est quoi ces rails? C'était un petit train ou quoi qui passait? J'imagine, regardez. Il est où notre pendule là? Ah oui. Oh là, ça a tombé. Ça a bien tombé, hein. C'est tombé dur. Et bien regardez, 4 ici. 4 ici et 3 là. Alors qu'il n'y en avait que 2 et 3 là-bas. Alors qu'il n'y en avait que 2 aussi, on était d'accord, c'était 2. Donc maintenant, on suppose que ça va être celle-là qui va tomber. Bon, on a compris comment ça fonctionnait. Oui, ça, je pense que... Bon, ceux qui n'y croient pas, c'est dire oui, mais ils sont partis, ils sont fait tomber pendant... Ça vous toujours quelque chose. Oui, ça vous pouvez rien faire la contre. Hein. J'avais un jour quelqu'un à la fin d'une conférence qui me dit oui, mais il l'avait lu, je pense quelque part. Il dit, monsieur, vous savez pas comment fonctionne. C'est une anecdote aussi qu'avait raconté, je pense, Stephen Hawking. Mais il me semble quand même que je l'ai eu aussi. Mais donc c'était oui, mais monsieur, vous dites que la Terre elle est ronde. Moi, je dis qu'elle n'est pas ronde. Et qu'en fait la Terre elle est posée sur un éléphant. Vous dites quoi, l'éléphant elle est posée sur quoi? L'éléphant lui-même posé sur un éléphant et l'autre éléphant elle est posée aussi sur un éléphant. Voilà, alors vous voyez. Mais comment faire? En fait quand vous voulez être sceptique, il y a une sorte d'itération infinie du scepticisme, si vous voulez. Vous pouvez toujours remettre en cause l'affirmation, l'explication qui vous est donnée si votre objectif, c'est de la remettre en cause. C'est une itération infinie et vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. On avance? N'oubliez pas votre sac et votre chapeau. Et mon bob. Vous avez un très beau bob. Hein. Mais merci, mais je le mets dès qu'on sort. Vous avez vu cet endroit? Oui. Il y a une petite statue de la liberté. Oui. Incroyable. Mais c'est un des plus beaux musées. Hein. Ça, machine à vapeur à balancier, celle-ci, elle rigole pas. Hein. Celle-ci, elle rigole pas. Ouais. Ah, tiens, est-ce que vous nous montrez déjà celle que vous avez dans le sac? Je peux vous montrer déjà. Ah non, attendez, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Comment rester au sec avec une veste mouillée? Eh bien, écoutez, d'abord il faut mouiller la veste, forcément. Oui. Sinon la veste n'est pas mouillée. Sinon la veste n'est pas mouillée. Oui. Alors, la veste dans le langage... Ça me rassure quand vous me dites des choses comme ça, je peux vous suivre. Le physicien est pratique et logique. C'est vrai. Alors, une fois qu'on a mouillé la veste, donc la veste, il faut bien comprendre que dans... Là, vu la chaleur qu'il fait, vous risquez de la mouiller la veste. Oui. Mais non, pas comme ça, par l'extérieur, par de la pluie. Oui, c'est
quand on parle de veste, on parle de manteau. Manteau. Techniquement, c'est un manteau. Oui. Alors, l'opération, c'était un mathématicien hongrois, Polya, qui avait un manteau. Oui. Et il avait en dessous du manteau la chemise. Ah ben, je continue. Oui. Suivez Julien qui est en train de je l'aime beaucoup, mais le pauvre, il est succulé, comme on dit. Julien, on va passer devant parce que je sens que tu es en difficulté. Oui, parce que le pauvre, Cher Fabrizio, allez-y. Un ticket pour le vestiaire? Non, je crois que ça ira. Ça ira? Quoi qu'on est en train de parler de veste, c'est pas comme ça qu'on réussit à rester au sec. Non, donc on parle d'un manteau, un manteau qui est mouillé. En dessous du manteau, Polya avait une chemise. Il arrive à l'amphithéâtre, il lui reste encore quelques minutes pour arriver à l'amphithéâtre. Et c'était la drache nationale de son pays, la Hongrie. La drache en Belgique, ça veut dire la pluie. La pluie, oui. Donc il était avec son manteau qui était trempé. Oui. Il n'était pas encore percé. Et donc il s'est posé la question de dire, si je retourne maintenant mon manteau, qui est trempé de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, parce que la pluie n'a pas traversé le manteau de part en part, est-ce que je vais pouvoir gagner quelques minutes de sec pour arriver à l'amphithéâtre? C'est ce qu'il fit dans l'anecdote et l'histoire qu'il raconte. Et puis quand il est arrivé dans l'amphithéâtre, il a posé la question à ses étudiants et il en a fait un exercice. Et alors, à votre avis, est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne méthode? J'imagine que oui, mais le problème c'est que si sur les points de contact, je suis trempé. Non, alors l'idée, commencez pas à chipoter sur le point de contact là aussi. Oui, vous êtes pointilleux aussi. Vous coupez les cheveux en 4 et déjà que j'ai plus de cheveux. Donc l'idée est la suivante. L'idée c'est que si vous mettez votre manteau sec de l'intérieur vers l'extérieur, si vous voulez, et donc vous mettez la partie mouillée vers vous, alors primo, la partie mouillée est assez rigide. Donc elle ne va pas directement toucher votre chemise. Il y aura quand même un peu d'air, une petite couche isolante d'air entre la partie mouillée et la chemise. Et surtout, secondo, maintenant vous avez la partie intérieure du manteau qui est à l'extérieur, partie intérieure qui est sèche. Oui. Donc elle ne s'imbibe pas. Non, c'est surtout que l'évaporation est arrêtée. Parce que ce qui fait que vous avez froid quand le manteau est mouillé, c'est qu'en fait l'eau du manteau continue à s'évaporer quand même vous en rendez pas compte et donc elle pompe la chaleur de votre corps. Et si maintenant c'est la partie intérieure qui est à l'extérieur, elle est pendant quelques minutes sèche et donc elle ne s'évapore pas. Vous avez coupé en fait la machine à faire du froid du manteau et en plus de ça, vous pouvez rester au sec quelques minutes. Le temps, bien sûr, que le manteau perce tout à fait. Voilà. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais je vous assure qu'il faut faire l'expérience. Mais là, malheureusement, c'est pas la saison, mais à l'automne, j'essaierai. Ah ben j'espère bien. Et vous m'envoyez un WhatsApp. J'ai votre numéro. Alors attendez. Je viendrai aux nouvelles. Regardez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire chauffer de l'eau? Est-ce que votre collègue vous a dit? Chauffer l'eau, la bouilloire? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr. Ah, magnifique. C'est adorable. Alors. Mais avec l'argent. Hein? Avec l'argent. Ah ben on va faire ça alors. Ah, oui. On est en direct, monsieur. Un petit peu, il y a un petit bol, tu mets. Non, avec la bouilloire. 1 euro, 2 euros. On se peut un prix symbolique. Ah, j'ai pas bien compris. La tirelire. Vous avez la tirelire? Non, j'ai pas la tirelire. Nous, on a la tirelire. Ah, ok. Quelqu'un qui chauffe l'eau, mange quelque chose. D'accord. Un geste. Malheureusement, est-ce que vous avez du liquide? J'ai pas une pièce, moi, par contre. Par contre, monsieur, on est en direct et on avait vu avec votre collègue. On avait vu avec votre collègue pour nous faire chauffer de l'eau. Il n'y a pas de souci, je rigole. C'est parfait. Je rigole. Merci beaucoup. Vous pouvez nous faire chauffer ça? Bien sûr. Magnifique. Alors, vous montrez en attendant. Oui, je vous montre la machine. Oui, je vous montre la machine. Venez. Non, allez-y, faites chauffer l'eau et comme ça, pendant ce temps-là... Alors. Mon frère, je ne suis pas... bien. Alors, attends, ici, il faut que je la remette. Je te laisse, tu débrouilles. Ça, c'est good. Voilà, ça, c'est la... Alors ici, on peut expliquer face caméra. En fait, ici, vous avez une machine de Stirling. C'est une machine à vapeur sans vapeur. Donc c'est une machine, si vous voulez, c'est une machine de Stirling jouet, quoi, pour montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici, dans cette chambre, si vous voulez, vous avez un gaz. Donc la machine de Stirling, c'est une machine de vapeur sans vapeur. Oui. Vous avez un gaz dans la chambre. Et vous avez une membrane. Et quand le gaz va se dilater, il va bien sûr pousser le piston vers le haut, qui va commencer à faire tourner la roue. Et puis à un moment donné, le gaz se refroidit, il se recontracte, la membrane descend, et ainsi on va faire tourner la roue. Alors, ce qui est important, le plus essentiel à expliquer, que j'explique toujours à mes étudiants,
étudiants, c'est que la machine de Stirling, comme les machines de vapeur, fonctionne toujours avec une source chaude et une source froide. Donc vous pouvez la faire fonctionner soit en mettant ici un bol d'eau chaude en dessous de la machine. Même s'il fait aussi chaud que ça à l'extérieur. Oui, parce que le bol de chaud, oui, c'est 80 degrés ou 100 degrés, la température d'ébullition de l'eau. Et la source froide, c'est la déperdition par le dessus, qui est effectivement de 36 degrés. Mais vous pourriez techniquement faire fonctionner la machine en mettant des glaçons sur le dessus et simplement en utilisant ici la source chaude de la température. Le tout, c'est toujours d'avoir une différence entre source chaude et source froide. Et si on comprend ça, on a quelque part ouvert un gros débat de la thermodynamique qui est qu'on ne peut pas fabriquer un travail, on ne peut pas fabriquer un travail utile si vous n'avez pas une source chaude et une source froide. Parce que souvent, on oublie que vous avez besoin d'une source froide. Donc là, on attend que l'eau chauffe. Oui, là, on attend que l'eau chauffe. Alors, regardez, pendant que l'eau chauffe... Je viens avec vous? Oui, venez avec moi, Vous voulez que je réponde au téléphone aussi? Non, je pense que ça va faire, mais regardez, il y a ceci. Ah, il y a ceci. Alors là, il faut que vous m'expliquiez quelque chose avec... Parce que là, les conditions sont... Est-ce qu'il y a un peu de lumière ici? Est-ce que vous avez la température extérieure? La température qu'il fait ici, vous l'avez? Je pense qu'il doit faire à peu près 38 degrés, quelque chose comme ça. Non, il faisait 36 ou 38 degrés en milieu de journée. Il ne doit pas faire 38 degrés à cette heure-ci. Il fait 33 degrés. 33 degrés, donc, c'est tout? C'est tout. Oui, c'est normal. Parce que ici, il faisait... Aujourd'hui, ils avaient annoncé, je pense, peut-être 40 au milieu de la journée, quand le soleil est au zénith. Là, ça fait longtemps qu'il n'est plus au zénith. Donc, ici, ce ventilateur, c'est une catastrophe de la thermodynamique. Parce que le ventilateur, il réchauffe la pièce. Il réchauffe la pièce pour deux raisons. Expliquez-moi. Primo, parce que moi, mettez votre main ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un moteur électrique. Oui. Le moteur électrique chauffe. La physique n'est pas capable de... Attendez, la physique n'est pas capable de fabriquer un moteur électrique qui ne chauffe pas. Deuxième chose, le ventilateur met de l'air en mouvement. Or, l'air en mouvement... est chaud. Et non, oui, parce que quand vous excitez les molécules d'air, quand vous agitez thermiquement les molécules d'air, vous augmentez leur température. Ça, c'est la thermodynamique de nous. La température, ce n'est jamais qu'une mesure macroscopique d'un état d'agitation moléculaire macroscopique. Alors, vous dites, ok, c'est bien joli votre théorie à la noix de coco, mais quand moi je suis devant le ventilateur... Ça me fait quand même du bien. Ça vous fait du bien. Admettez, là, il vous passe devant vous, ça vous fait du bien. Oui, pourquoi? Non, mais admettez. Oui, j'admets, mais pourquoi? Pourquoi? Because le ventilateur, il vient en fait renouveler votre couche limite. La couche limite, c'est l'air qui se trouve juste sur votre peau. D'accord. C'est 1 cm, un demi-centimètre. C'est pas minuscule non plus. D'accord. Et en renouvelant la couche limite, il y a une nouvelle couche limite qui apparaît. Et la peau va chauffer cette nouvelle couche limite pour ramener la vapeur d'eau qui se trouve dans la nouvelle couche limite à l'équilibre thermodynamique. Tout ça pour dire qu'en vérité, on continue à faire chauffer un air qui se renouvelle en permanence par votre peau. Et c'est ce chauffage-là qui vous retire de la chaleur et qui fait que vous vous sentez rafraîchi. Mais nous deux, on se sent rafraîchi alors que globalement, on a réchauffé la pièce. Donc le ventilateur, il ne sert qu'à la personne qui se trouve devant, éventuellement les deux personnes qui se trouvent devant. Quand il tourne comme ça. Quand il tourne comme ça, mais toutes les personnes qui sont dans la pièce, en fait, bénéficient d'une pièce plus chaude. Mais est-ce qu'il est vrai qu'il Donc c'est quand même une couillonnade de la physique. Excusez-moi, j'ai avoir été clair. S'il faudrait le mettre vers l'extérieur, j'ai entendu ça. Oui, alors si expliquez-moi ça aussi, parce que ça me paraît pas évident. Alors, ça me paraît pas évident. Regardez, je vais le faire comme ça. Donc vous, dans l'absolu, il faudrait qu'il soit comme ceci. Vous dans l'absolu, la science dans l'absolu. Je ne suis que le représentant. Vous êtes le représentant officiel. L'humble représentant officiel. Donc là, ce soir, vous le mettriez comme ça, là, vers la fenêtre. La porte. Vous prenez la fenêtre, vous l'ouvrez et vous le mettez vers la fenêtre. Oui, mais du coup, là, je rafraîchis l'extérieur. Non, parce qu'en fait, vous créez une circulation d'air parce qu'ici, il y a une dépression. Et l'objectif du ventilateur, dans ce cas-ci, c'est d'aller récupérer l'air de l'extérieur qui est un peu plus froid. Si l'air de l'extérieur est plus chaud, bien sûr, l'histoire ne fonctionne pas. Mais si l'air de l'extérieur est un peu plus froid, en le mettant vers l'extérieur, vous fabriquez une circulation d'air qui permet de rafraîchir l'air dans la pièce. Mais une dernière chose à vous dire, c'est que merci de rafraîchir. En ces jours-ci, on est caniculaire. Donc, souvent, la température monte au-dessus de la température du corps. Oui. Donc si on est 36, 37, 38, 39, 40 degrés ou plus, le ventilateur, il faut le couper de toute façon parce qu'en fait, il va simplement vous rajouter du chaud dessus. Donc
et même un éventail, même s'éventer ne sert à rien quand la température est plus chaude que la température de votre peau, parce que vous jetez sur votre peau un air qui est plus chaud, donc vous vous réchauffez. Donc ça vraiment, ça c'est une couillonnade au carré. La couillonnade ultime. La couillonnade ultime. Bah, on n'en sait plus sur le ventilateur. Oui. Fabrizio, je crois que l'eau est chaude. Nous croyons. Alors, elle est ici. Je récupère la machine? Oui, non mais regardez, bougez pas. Allez. Attendez, je vous suis alors. Bon, n'importe. Où vous venez? J'ai de l'eau chaude, je viens. Ben, on se met ici, sur le petit établi. Alors, allez-y. Oh, merci monsieur. Alors on se met, brûle, hein. Voilà. Alors on se met sur le petit établi. Là il faut attendre un tout petit peu que l'eau chaude chauffe la partie basse de la machine. Je vous rappelle, source chaude, source froide. Donc on est en train de mettre en œuvre la source chaude. La source froide c'est celle-ci. Mais la source froide, on vient de dire, il fait à peu près une trentaine de degrés. Donc il faut quand même bien chauffer. Et pas transcendant. Et pas transcendant. À un moment donné, quand c'est suffisamment chaud, on peut lancer la machine. Ici, elle ralentit, elle ne prend pas. Oh, attention, est-ce que vous voulez que je chauffe un peu d'eau? Non, je pense qu'elle pourrait partir. Elle ralentit, elle n'a pas 100% pris, mais là, elle m'a l'air d'avoir pris. D'accord. Là, elle a pris. Ouais. Donc là, la machine est en régime. Donc, l'eau chaude chauffe le gaz qui se trouve dans la boîte. C'est une boîte fermée. Ouais. On voit la membrane. La membrane est poussée vers le haut. Elle pousse ce piston. Il y a bien sûr la source froide, qui est la pièce, qui va rafraîchir. Le gaz se contracte. La membrane redescend. Vous voyez, la machine est en régime. Là, elle ne fonctionne plus par ma poussée initiale. Elle a ralenti, mais elle est en régime. Elle a ralenti parce que la source chaude n'a pas encore suffisamment puissante et parce que la source froide est bien sûr à 30 degrés. Elle reprend. Et maintenant, elle reprend parce qu'elle commence à se mettre température avec la source chaude. Et donc ici, on a vraiment le concept fondamental d'une machine à vapeur qui est de transformer de l'énergie thermique, fondamentalement, en énergie mécanique. Alors ça, c'est une machine jouet que j'utilise avec mes étudiants pour faire des démos, pour leur montrer le concept. Mais techniquement, vous pouvez après fabriquer des machines à vapeur qui font avancer des locomotives, des bateaux, tout ce que vous voulez. Et tout ce qu'on a vu à l'intérieur du musée. Et tout ce qu'on a vu à l'intérieur du musée. Mais cette machine, je trouve que c'est plus facile quand on voit l'objet qui fonctionne que quand on voit une grande machine dans une magnifique cage en verre qu'on ne la voit pas fonctionner. Donc il faut les deux. Il faut les deux pour qu'on se comprenne. Voilà, ça y est, elle est partie. Hein. Là, elle réaccélère. Hein. Et là, elle réaccélère. Bon. Et elle se met à régime. Et là, on a une puissance pour faire quoi, par exemple, pour allumer cette lampe? Alors techniquement, ça c'est le. Si vous avez des jouets un peu plus conceptualisés, vous pouvez allumer un LED parce qu'un LED ça consomme rien. D'accord. Un LED c'est rien du tout. Mais je peux pas, par exemple, encore charger mon téléphone là. Non. Avec cette machine-là, charger un téléphone, ça m'a l'air compliqué. Ouais. Mais allumer un LED, oui. Il se fait que cette machine est une machine, si vous voulez, simplifiée, et donc il n'y a pas les connecteurs pour allumer le LED. Quoi, voilà. On y va? Allez, je vous laisse la récupérer. On va où d'abord? On va prendre la voiture. On va se mettre au frais en plus. On va se mettre au frais. Allez, c'est parfait. Donc je récupère la machine. Oui. Hop, et moi je vais vider l'eau chaude. Merci. Monsieur, vous fûtes fabuleux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez des pompes de Versailles? Et on est parti. Merci beaucoup. Des pompes. Ah oui, ça c'est fabuleux ça. Oui. Quand j'ai vu ça, moi. C'est incroyable parce que ça existe depuis l'époque de Louis XIV. Hein. Oui, mais en bois. Oui. Ça c'est et qui active toutes les fontaines et le réseau des canaux. Ouais. Mais vous imaginez, ça, moi je trouve ça fabuleux. Je suis à ça, vous êtes d'accord avec moi? Allez Fabrizio, on y va. Merci beaucoup monsieur. On est en retard, il faut qu'on enchaîne. Oui, on est en retard. Voilà votre bob. Merci. Il est là. Oui. Vous êtes, monsieur, vous êtes adorable, vous êtes le meilleur. Il n'y a pas de souci. Je rigole, t'as l'air. Oui, vous inquiétez pas. Bah oui, vous avez bien raison. Merci, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors regardez, notre véhicule est juste en face. Alors vous êtes équipé. Figaro a des moyens ici. Limousine. On va pouvoir se mettre à l'aise, mais je suis pas sûr qu'on puisse sortir la main pour faire le test. Je sais pas s'il y a des vitres qui se baissent dans une machine comme ça. Vous avez peut-être pas un véhicule de physicien alors techniquement. Allez-y, je vous laisse monter au fond. Ok, impeccable. Je vous présente Guillaume, notre chauffeur. Bonjour monsieur Guillaume. Vous allez bien? Ça va, vous me dites s'il fait trop frais, mais moi je trouve pas pour l'instant. Mais vous avez une veste, vous me dites. Non, c'est pas j'ai ça sous la main, mais on ne dit pas pourquoi. Non, ça on va dans un bateau. Oui. Mais là on se dit pourquoi
Avec un ballon de basket, on va dans un bateau. Ah, ça, vous le verrez dans le Mais ça, bateau. on verra tout à l'heure. J'ai pas mangé depuis ce matin. Bah, vous avez La bien journée raison. fut longue, j'ai mangé des petites bananes. Régalez-vous. Et ça, c'est mon petit truc. Je vais jamais donner cours sans 2 ou 3 bananes. Et là, je vais oublier bon, les c'est vrai bananes. Oui, ça, franchement, c'est des sucres juste bien ce qu'il faut. Pas trop lent, pas trop rapide, c'est parfait. Bon alors, on a parlé pas mal de choses déjà. On n'a pas trop parlé de vous. Non. Fabrizio Buccella. Oui. Un nom italien, un accent belge. Oui. Comment on fait le lien entre tout ça? Vous m'expliquez d'où vous venez? Moi, je suis né à Milan. Milan, ville de l'Italie du Nord. Oui, bien sûr. Et mes parents sont arrivés en Belgique quand j'avais 5 ans et demi. Je ne connaissais pas un mot de français. J'ai commencé l'école primaire, j'ai arrivé au mois d'août, j'ai commencé l'école primaire le 1er septembre. Et donc, si vous voulez, je suis devenu belge par la force des choses et par la joie de la chose, parce que je suis content et fier d'être belge. Et pour la petite histoire, je me suis rendu compte pendant l'école primaire que je ne connaissais pas un mot. Donc ça a duré quand même longtemps, parce qu'il ne faut pas croire, quand vous faites le jardin d'enfants en Italie, vous avez 5 ans et demi, vous apprenez, on dit oui, les enfants, ils apprennent vite les langues. Enfin, je n'ai pas appris la langue à la 6-4-2, donc ça m'a pris quand même quelques temps. Je me suis rendu compte à ce moment-là que si je faisais le mariole, eh bien je me faisais facilement des amis. Parce que même si vous compreniez pas. Bah oui, non, parce que vous êtes le petit Spirou de la classe, le petit marsupilami. La connerie est universelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors vos parents faisaient quoi? Pourquoi ils sont partis? Bon appétit, hein, vous avez Merci. Mais alors, ma maman en Italie, elle était professeure professeure d'allemand au lycée. D'accord. Donc, elle enseignait l'allemand comme langue étrangère aux Italiens, aux jeunes Italiens. Et papa, il était correcteur au Corriere della Sera, à l'époque où il y avait encore des correcteurs dans les journaux, qui était un des plus grands journaux d'Italie. C'est un magnifique journal. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours, ça l'est toujours. De là aussi, moi j'ai toujours été abonné à des journaux papier, j'ai vraiment plaisir à lire les journaux en papier. Bref, tout ça pour dire qu'ils sont venus chercher une vie meilleure en Belgique parce que c'était assez compliqué en Italie. En plus, papa travaillait vraiment la nuit parce qu'il fallait que ce journal sorte à l'aube, et donc les correcteurs mettaient en page les articles. Alors là, on est en quelle année? Là, on est en 80. 1980. D'accord. Tout ça ne nous rajeunit pas. Et alors, vous êtes dans quel genre de famille? Une famille qui a de l'argent, une famille qui a une... Est-ce que je pose toujours cette question, une famille qui a une bibliothèque, qui lit, qui est cultivée, qui est scientifique? Mais si vous voulez, mon papa, correcteur, sa formation de base, c'était latiniste. Il était prof de latin et d'italien. D'accord. Au lycée. Ma maman était prof d'allemand. Donc moi, je suis d'une famille qui était une famille de la classe extrêmement moyenne, mais moyenne basse, de 2 instituts, si vous voulez. Papa, pas de la classe moyenne haute. Et... Mais par contre, tout pour les livres, quoi. Je veux dire, des bibliothèques à fond. C'était les livres. Moi, j'en ai bouffé parce qu'il n'y avait pas que les livres qu'on devait lire pour l'école. Quand ma maman faisait lire des livres en français 2 fois plus pour essayer de rattraper le retard, et puis en plus, il fallait lire des livres en italien pour maîtriser l'italien. Donc, vos parents, ils espéraient quoi pour vous? Ils auraient aimé que vous deveniez quoi? Alors, je suis pas dans leur tête, mais je pense sincèrement que ils sont toujours là, mes parents, hein, donc ils regarderont cette chose. Hein, je parle sous leur papa, maman, pardonnez-moi si je dis une ânerie. Vous faites un message si n'importe quoi, on rectifie, on met un petit bandeau en dessous. Mais je pense que le fait que le fiston devienne professeur à l'université, c'est le top of the pop, quoi. Je veux dire, une famille de profs d'instit, enfin pas d'instit, mais de profs du collège, du lycée. Voilà, je dis que c'est le plus qu'on pouvait espérer, je pense. Et vous vouliez faire quoi? Mais moi, en vérité, je voulais faire plein de choses. Je voulais faire le physicien. Très vite. Oui, à quel âge? À 10 ans. Ah oui, donc... À 10 ans, je voulais faire le physicien parce qu'on avait eu un astrophysicien qui était venu à l'école primaire et qui nous avait expliqué la comète de Halley à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai lu plein d'articles, entre guillemets, d'autres gens qui ont fait la physique because la comète de Halley. La comète de Halley qui est un objet du système solaire, sauf qu'elle passe tous les 76, 77 ans, je sais plus, 78 ans, je sais plus. Donc c'est un aimant à physicien. En tout cas, à chaque fois qu'elle passe, vous trouvez
trouvé quelques années après plein d'articles de gens qui disent la comète d'Halley, moi c'était dingue, ça m'a fait envie de devenir physicien. Donc voilà. C'est quand la prochaine fois c'est une bonne question. La prochaine fois, on doit, à mon avis, ça doit tourner dans les années 2050. Comme ça, à vue de pouf, quoi. Je ne suis pas super précis. Donc c'est, on va dire, 25 ans après qu'on aura les meilleurs physiciens qui seront au top. Et c'est à ce moment-là qu'on fera le lien entre le quantique et... Oui, et c'est à ce moment-là qu'on fera le lien entre le quantique. Exactement, et les bananes, la théorie de la banane. Comment vous... Quel est votre parcours? Donc vous faites des études de physique, c'est ça? Je fais des études de physique à la fac. D'accord. Physique pure. Ouais. Si vous voulez, pas ingénieur, physicien pur et dur. D'accord. Je fais mes 5 ans de physique et puis je fais un autre master, parce que je voulais faire un deuxième master, mais ça c'était dans la foulée. Et puis après, j'ai fait un doctorat en physique. Donc vous entrez dans le monde universitaire? Oui, tout de suite. Oui. Enfin, tout de suite après les études, si vous voulez. Comment on passe du monde universitaire à écrire des livres et à devenir, je sais pas comment on dit, mais un créateur de contenu star, la star des physiciens sur les réseaux sociaux? Comment on en arrive là? C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'est les étudiants. Ah oui. C'est les étudiants. Alors en quelle année là on est après le virus. D'accord. Donc on est en 2021 ou 2022. D'accord. Mais avant ça, vous avez jamais fait de médias de votre vie ou presque? Ou si quand même? Non. Non, rien. J'écrivais des articles pour le Huffington Post en France, donc, oui, mais c'était de l'écrit. Ouais, ok. Et donc là, juste après le Covid, les étudiants me disent mais arrêtez de faire des posts Instagram, monsieur, c'est la vidéo, c'était l'essor de TikTok. Vous n'êtes pas sur TikTok. Écoutez, TikTok, je m'entends pour le coquillard, c'est pour votre génération, pas pour la mienne. Mais forcément, les petits malhonnêtes, ils avaient fait une inception, et donc dans ma tête, je me dis. Je vais quand même à la gare de Meaux, mais ne sauront pas. Les vieux ont aussi quelque chose à dire. Donc bref, je téléphone à un pote qui faisait des vidéos. Je dis viens m'apprendre à faire des vidéos avec mon téléphone. Et puis on a publié des vidéos sur TikTok. Quoi. C'était D'accord, donc le début c'est TikTok. Le début c'est TikTok. Et puis après 6 mois ou 1 an, je me rends compte qu'en fait je pourrais aussi publier sur vidéo sur Instagram. C'est vous dire que rien n'était prévu. C'était tout fait à l'envers de l'endroit. Ça s'est fait vraiment. Je pense que si je devais refaire tout ce que j'ai fait, je dis j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire dans le sens. Oui, j'ai fait 3 mois des vidéos, j'en publie une par jour qui n'intéressait personne, alors que j'aurais pu, à mon avis, rapidement trouver des chouettes sujets. Et alors alors ça c'est le début, mais au début ça vous dit ça marche moyen ou ça marche pas même. Ça marche pas. C'est la traversée de Jésus dans le désert, ce qui est long, c'est 40 jours. Ouais. Et bon, ça va. Ouais. À l'échelle de, c'est pas vous que je vais. À l'échelle de mais quand vous les vivez les 40 jours, c'est quand même long quoi. Je dis vous quand vous les vivez parce que tous les jours papa, maman et oui, c'est ça, papa, chien, maman, quoi. Le chien, vous les toquez. Est-ce que j'ai continué à faire des vidéos quand les étudiants vraiment c'est l'idée de génie qu'ils ont eu quoi. Puis après, et à quel moment ça part? Il y a une vidéo qui part, un truc? Il y a une vidéo, je me rappelle d'une vidéo qui avait bien cartonné, c'était la vidéo des spaghettis qui se brisent pas en 2 morceaux. Ah oui, alors ça c'est votre truc. Ça c'est mon truc parce que forcément. Expliquez-nous l'histoire des spaghettis qu'il est impossible de briser en 2 morceaux. Vous prenez un spaghetto. Oui. Un spaghetto, c'est le singulier du spaghetti. Comme un scénario et un scénario. Ouais. Donc comme un espresso, des espressi. Ou un gnocco et des gnocchi. Ouais. Bon. Mais en France, c'est bizarre de dire ça. Ouais, mais en Italie, c'est. Oui, c'est normal. En Italie, il faut le dire. Donc vous prenez un spaghetto. Ouais. Et puis vous prenez ce spaghetto et vous le tordez. Vous le tordez. Et puis à un moment donné. Il faut le prendre au bout, quoi. Aux 2 bouts, exactement. Et vous rapprochez les 2 bouts. Au milieu, on peut réussir. Exactement. Vous êtes spécialiste de ces jours, ça. Et puis à un moment donné, quand vous l'avez tellement bien tordu, il va se briser. Oui. Mais l'astuce, c'est qu'il se brise en plus que 2 morceaux. Impossible en 2. Impossible, quasi impossible en 2. Et cette question avait ça tient du miracle. Oui, et cette question avait préoccupé le grand Richard Feynman, quand même prix Nobel pour l'électrodynamique quantique dans les années 65, 65 reçu le prix Nobel, et qui aurait passé des soirées à briser des spaghettis dans la cuisine de Caltech avec un de ses collègues ou un de ses potes pour essayer de comprendre la mécanique qu'il n'a pas comprise. La mécanique n'a été décodée, c'est pour vous dire, 65 Feynman et son prix Nobel, voire avant, il n'a été décodé qu'au début de ce siècle. D'accord. Par une équipe de physiciens français. Et alors l'explication? C'est qu'il y a une onde de détente en flexion au moment de la brisure qui se propage le long du spaghetto qui est trop forte
pour ne faire qu'une seule brisure, donc elle fait une deuxième brisure. Mais l'astuce, c'est que si vous prenez le spaghetto et que vous le tenez bien entre les doigts et que vous le tordez, vous pouvez annuler cette onde de détente en flexion. D'accord, donc il faut prendre le spaghetto, ouais, mais pas le prendre droit, il faut le prendre un peu comme ça. Et alors le tordre. On le tord comme ça, puis, et là on le plie. Et là, il va casser en deux. Et là, il va casser en deux parce que vous réussirez à annuler l'onde de détente en flexion. Et des étudiants du MIT, le fameux MIT, ont fait comme travail, je pense un travail de fin d'études quasi, ils ont fabriqué une machine à briser les spaghettis, le spaghetto plutôt parce qu'on en met qu'un à la fois, en deux morceaux. Donc c'est une machine où vous mettez le spaghetto, elle tord le spaghetto et puis les deux, la machine est sur des rails, elle plie et puis il se tord et se brise en deux morceaux. Forcément, la machine n'a pas eu le succès commercial espéré, n'était produite qu'en un seul exemplaire. Je continue ma banane. Et alors je me demande, un peu par provocation, mais dès qu'on a fait ça, qu'un grand physicien s'est penché sur le sujet, a trouvé la solution, à quoi ça sert dans l'application concrète, réelle du monde? Est-ce qu'on peut s'en servir de ça? Mais ça permet quand même de comprendre une série de phénomènes ondulatoires, de mieux comprendre par exemple que cette fameuse onde de détente en flexion, elle est très puissante. Alors par exemple, si vous prenez un perchiste, il y a eu un perchiste au JO de Londres. Ah oui, où la perche s'est cassée. Il a tellement tendu la perche qu'elle s'est cassée. Elle s'est cassée à 5 mètres et elle s'est cassée en plus que 3 morceaux. Merci Kim, merci la physique. Bon, pas de bol pour lui évidemment. Ça vous embauche un quoi ça, mais voilà, donc vous savez, il avait un spaghetti géant si vous voulez. Ça. Mais sans le savoir. Il était au bout et elle était pas à l'insu de son plein gré, le spaghetti. Donc c'est celle-là qui marche, la première vidéo, où ça prend vraiment? Celle-là, c'est en tout cas une de celles que je me rappelle qui avait fait vraiment le buzz. Et après, c'est monté petit à petit. C'est pas linéaire cette affaire. Donc vous avez une vidéo qui marche et puis vous en avez de nouveau 5 qui marchent pas, vous voyez. Et puis et même à encore. partir de quand on commence à vous appeler, on vous dit bah tiens, Fabrizio, vous voulez pas venir faire une chronique à la télé, vous voulez pas venir aux grosses têtes, vous voulez pas venir faire ci, faire ça, alors écrire un livre. Oui, ça arrivé à 5 ans. Et alors c'est Thibaut Roland, un des animateurs de télévision très très connu en Belgique, qui m'appelle à l'époque pendant le mois d'août pour venir faire les chroniques dans l'émission On n'est pas des pigeons. Ok. Et donc ça c'était il y a 5 ans ou 6 ans. Et donc là finalement à ce moment-là, il y a et ça c'était quand même une chronique, si vous voulez, pour que vous situiez, c'était une chronique de science juste avant le journal télévisé belge sur la première chaîne du service public en Belgique. Donc oui, c'est un peu l'équivalent de France 2 en Belgique bien sûr. Vous êtes juste avant le JT, vous avez une chronique de science dans une magnifique émission. Donc forcément, les réseaux sociaux vous permettent d'arriver à la télé vous permet de booster vos réseaux sociaux et puis tac. Oui, bien sûr. Mais enfin, après, à la fin de l'histoire, je dis s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire des réseaux sociaux, il n'y a pas de miracle. Il faut sur les réseaux sociaux, il faut charbonner. Hein, faut faire, faut publier. Et plus vous publiez, plus ça marche. Et moins vous publiez, moins ça marche. Ça c'est quasiment de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Hein. Si vous publiez rien, vous avez rien. Oui, et si là aussi, là je suis. Et alors, aujourd'hui, vous êtes toujours prof et vous êtes créateur de contenu. Je ne sais pas si le terme vous convient, mais bon, voilà. Je trouve ça bizarre comme terme. Mais pour moi, je suis prof. Bon, je ne vais pas dire influenceur. Non, pas du tout. Je suis influenceur science. Je suis professeur en dehors de l'amphi, à travers les réseaux. C'est ça. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, vous pourriez arrêter d'être prof pour faire ça? Non. Non, prof, c'est ce qui me tient debout, c'est ma raison d'être, c'est mes étudiants qui me tiennent debout. C'est grâce aux étudiants que je peux m'améliorer tous les jours. Vous savez qu'il y a encore des choses, et ça va continuer comme ça toute ma vie. J'ai beau expliquer le même chapitre, entre guillemets, je ne vais pas dire chaque année parce que je change, mais enfin, vous expliquez un chapitre depuis de longues années, et puis à un moment donné, vous l'expliquez, il y a une autre connexion qui se fait, et vous dites, ah, mais j'avais pas vu les choses de cette manière-là. Mais ça, c'est grâce aux étudiants. Et donc ça, c'est mes étudiants qui... On va reparler de votre passion pour l'enseignement parce qu'on le sent, mais est-ce que financièrement aujourd'hui vous gagnez beaucoup plus votre vie avec ça et les réseaux sociaux non, que l'université? Alors pour l'instant, tout ce que je gagne en faisant mes petites chroniques ou autres est réinvesti dans les réseaux sociaux parce que forcément, comme moi je fais une petite vidéo, il y a quand même 2 personnes qui viennent me filmer à la maison. Oui, d'accord. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas richissime de vos réseaux, quoi. Ah non, les réseaux, je dis à la fin de l'année, les petites factures que j'ai envoyées dans les médias, en fait, permettent de payer les autres factures que je reçois dans la petite boîte de production
fonction, qui sont deux jeunes super chouettes, mais bon voilà, il faut bien qu'ils vivent aussi. Et donc c'est un couple plus ou moins équilibré, même parfois je suis plus en négatif qu'en positif. Donc On y va, Guillaume, ça y est, on est c'est bon pas comme ça qu'on devient riche. Allez, c'est reparti, j'ai le ballon. J'ai le ballon. On va sur un bateau. Hein. On va sur un bateau. Excellent. Je prends une bouteille d'eau ou quoi? Oui, bah vous pouvez. Faites comme chez vous. Enfin, comme chez vous, mais... Bon. On est longtemps dans le bateau? Oh bah on verra, on fait un peu comme on veut, vous allez voir. Un peu comme on veut. Bon, j'ai toujours prendre ce sac, moi. Allez. Ah, vous pouvez laisser le sac là, vous Oui. embêtez pas, bah oui. Ouais. Bon, on y va. Tenez, je vous laisse le ballon. Oui. Alors regardez, Merci, hein, tout à l'heure. venez. Aqua, Ça s'appelle veut dire Aqua. eau. Oui. Ça veut dire eau, Bon, avec une Voilà. drôle d'écriture, mais Ouais. quand même. Alors en fait, à quoi on peut louer le bateau? Oui. C'est un bateau électrique sans permis et on peut aller faire des balades sur le canal de Et c'est l'eau. vous qui conduisez? Bah, c'est vous ou c'est moi. Hein. Ouais, c'est vous. On va... Ah oui, vous me laissez la main. Vous me laissez la main. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous allez bien? Ouais, très oui, bien. Oui, on va bien. Je suis plus un homme de terre ferme qu'un Ouais. homme marin. Alors, alors, Oui, ça va aller. C'est facile. Ah bah je vous laisse le suivre. j'ai eu toutes les consignes normalement. Oui, J'ai bah, ça laissé, me rassure, ça voilà, me voilà. rassure. C'est sans permis donc. Oui, ça peut bah être- justement, ça me rassure pas. Regardez comme c'est beau. Faites-lui passer un permis, ça me rassurerait plus. Voilà, misère. Vous avez ce beau bateau. Ah, Oui. magnifique. Ok. Bah, c'est superbe. Donc voilà. bah, Donc je me mets. Bon, allez-y. Oui, Fabrizio. je rentre. Ouais, alors Donc j'ai ici. une petite main si jamais. Non, voilà. Et je vais D'accord. là alors. Non, mais alors restez à côté de Oui, moi. je parce me que mets moi, je conduis. chez semblant d'être Et c'est conducteur. Julien qui va nous. C'est Julien qui va nous filmer. Oui. Alors allons-y. Alors là, vous nous le décrochez et tout. Ouais, je le décroche. Ok. Oui. Et quand je vous fais la... Besoin d'aide, Julien. Hop la main. Ah, ça, Julien, je me suis assis voilà. comme un goré là. Ouais, c'est parfait. Vous gérez? Et on va où là avec ce bateau? Mais je n'en sais rien, Fabrizio. Je n'en sais rien. Mais ça m'inquiète tout ça. Un petit tour sur le bassin. Oui, et après quand on revient, mais il va se cogner contre des gens, contre Mais des non, autres bateaux. regardez. Alors, Pas là pour vous aider, c'est hyper simple. expliquez-moi. Ah mais vous venez aussi sur le bateau? Non. Ah. Alors c'est bien cette manette là. Hein. Ouais, tout à fait. Donc si je pousse, j'avance. Voilà, Et si je tiens, je recule. exactement. Et ça me permet aussi de freiner. Exactement. Si vous Ok. voulez Mais vous aider. êtes Et sûr que après, c'est je sans tourne. permis cette chose? Ouais, même à partir de 16 ans, vous pouvez conduire. Bah oui. Mais oui, mais justement ça me rassure pas. tu vois. Détendez-vous. Et vous avez Accrochez-vous au plein de ballon. jeunes assez... Ah, Ouais, bon. on a des familles, on Oui. a un peu de tout, des amis, des familles, des collègues. Oh là là. Beaucoup de gens qui viennent poser. Mais vous n'allez pas faire un petit tour et moi je vous attends ici? Bah oui, mais le problème c'est comment je vous pose mes questions à distance. Mais oui, Ouais, c'est vous ça. courez au bord. Bah oui, c'est ça. C'est bon, on peut y aller. Allez-y. Donc là, si j'appuie, ça avance. Oui, ça avance. Mais n'allez Oh, pas c'est trop vite. Hein. magnifique. N'allez pas trop vite. Hein. Non, mais je crois que ça va pas très vite. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mais si. Vous m'expliquez pourquoi vous avez ce ballon dans les mains? Est-ce que vous vouliez me Oui. raconter avec? Alors, donc je vais vous faire une expérience dans la physique. Oui. Ah, pardon. Bon, je Voilà. laisse- oui. Là, du coup, le matériel a pris un coup. Julien recule. Alors, donc je vous Attendez, fais... parce que je crois que Julien, pour l'instant, il est en. Je crois que la caméra est un peu de travers. Ah oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Je fais une expérience Ouais. de la physique. Allez. Donc je fais rebondir ce ballon. Oui. Ah merde. Vous êtes vraiment. Alors, vous êtes peut-être bon physicien, mais qu'est-ce que vous êtes mauvais basketteur? Oui, j'ai un mauvais basketteur. Alors je mets là. Oui, On ne allez-y. peut pas retirer cette brique. Voilà. Je fais rebondir ce ballon de basket Ouais, que vous vous êtes gentiment procuré. ouais. Vous êtes d'accord que ce ballon rebondit au même endroit? Ah oui, Or, si quelqu'un regarde depuis la rive, ceux qui sont là. ceux qui sont là, Ouais. ce ballon ne rebondit pas au même endroit parce que là, il rebondit Ouais, et ouais. le bateau a avancé. Oui, donc eux, ils ont l'impression qu'il rebondit à chaque fois 1 mètre plus loin. Enfin, Que c'est le pas la ballon vitesse, ça. rebondit pas au même endroit. Pour D'accord. nous, il rebondit au même endroit. Ouais. Et ce principe-là, l'idée que pour nous, le ballon rebondit au même endroit et l'idée que pour eux, il ne rebondit pas au même endroit, ça c'est à la base du fameux principe de relativité de Galilée. Ce qui signifie qu'en vérité, pour nous, dans notre référentiel du bateau Oui, qui bouge, oui, oui. c'est le même endroit. Pour quelqu'un qui voit de la terre ferme, ce n'est pas le même endroit. Vous me dites, ok, ça en privé, Oui. c'est pas, ça casse pas 3 pattes à 2 canards. Mais, c'est normal ce bruit. Je n'en sais rien, Fabrizio, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Oui, mais Oui. ça fait quand même un drôle de bruit. Hein. Ouais, ça fait un bruit bizarre. Oui, parce qu'il y a de la vraie eau, quoi. Ouais, mais bougez pas. Hop, ça y est. Bouge pas. Alors,
Galilée, Oui. il avait pris l'exemple d'un bateau, parce qu'il n'y avait pas de train à l'époque de Galilée. Alors il D'accord. avait dit, imaginez que vous êtes dans la cale d'un bateau. Oui. Cale d'un bateau fermé, Oui. bateau qui se déplace comme celui-ci à vitesse constante. D'accord, regardez, là je touche plus, on est à vitesse constante. À vitesse constante. Oui. Eh bien, si vous êtes dans une cale d'un bateau fermé, Oui. vous ne pouvez pas faire une expérience de la physique à l'intérieur du bateau, Oui. à l'intérieur de la cale, pour savoir que le bateau est en mouvement. Si ici, vous faites abstraction des berges du canal, oui. moi je fais des expériences de physique, je fais rebondir la balle, je vous fais une passe, je Oui. fais une passe au caméraman et tout ça, eh bien, j'ai la même physique que si j'étais au sol. Bien sûr. Et je ne sais pas savoir que je suis en train de bouger. Non. Parce que je suis sur un bateau à vitesse constante. Bien sûr. Eh bien, ça, c'est le fameux principe de relativité de Galilée. Il n'est pas possible de faire une expérience de physique sur un bateau, disait Galilée. Donc, je trouve ça un magnifique exemple. C'est la seule fois que je peux le montrer avec un bateau, pour savoir que ce bateau est en mouvement. Donc, si je ne peux pas faire une expérience pour savoir que le bateau est en mouvement, ça signifie quoi? Ça signifie que le mouvement lui-même Oui. est relatif. Parce que nous, on dit qu'on se déplace, mais pour les personnes, mais en vérité, nous, on peut aussi dire que c'est les personnes qui sont sur la berge qui se déplacent, et nous qui sommes fixes. Oui, c'est vrai. Au moment où on se parle, nous pouvons considérer ce laboratoire de physique-ci comme étant fixe et le reste qui se déplace. Et donc, si le mouvement est relatif, cela signifie ipso facto que le repos absolu n'existe pas non plus. Le repos absolu, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il n'existe pas une personne ou un observateur qui pourrait dire « je suis l'observateur de référence de tout ce qui bouge et ne bouge pas dans le monde ». Vous êtes tout le temps en train de bouger par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, et si vous êtes fixe, vous l'êtes par rapport à quelque chose, vous ne l'êtes jamais dans l'absolu. Donc il n'y a pas de repos absolu, et de la même manière qu'il n'y a pas de repos absolu, il n'y a pas de mouvement absolu. Et ça, je trouve ça fabuleux de réussir à le démontrer sur un bateau. Vérifiez comme... Tenez votre volant si vous voulez. Oui, je le tiens. Oui, Là, oui, ça y est, j'étais embarqué dans vos explications. oui, Je peux même faire demi-tour. Bah, c'est magnifique. Vous revenez vous asseoir à côté Oui, de moi. je reviens comme ça. vous asseoir Alors à côté attention, de vous. je fais un petit tour en attendant. Hop. Julien a pas de mal de mer. Qu'est-ce qui se passe si Voilà. vous touchez ce Non, je pense qu'il ne vaut rien toucher Faut pas le plutôt. toucher. Et alors, expliquez-moi. Hein? Paraît-il. Alors attendez, je crois que c'est à la page. Ah, par contre, quand vous faites un demi-tour, on sait savoir que le bateau bouge. Parce que quand vous faites un demi-tour, il y a une accélération qui arrive. Donc quand vous faites un demi-tour, Bah, pourquoi il y a une accélération? Je Parce suis que- à la même vitesse. oui, mais pour faire un demi-tour, vous avez besoin d'une accélération pour vous ramener dans le tour. Oui. Quand vous êtes en ligne droite, il n'y a pas d'accélération si vous êtes à D'accord, vitesse oui, oui, constante. oui, Quand oui, vous c'est vrai. tournez à vitesse constante, vous avez quand même une accélération. C'est Preuve en pour est- ça qu'on a des Exactement. Oui. Exactement. Ouais. Donc là, pendant que vous étiez en train de faire demi-tour, on sentait qu'on était en mouvement, mais ça on le savait because vous avez l'accélération. Et le virage. Et le virage, exactement. Alors attendez, il faut que je trouve ma page. Oui. Quand il fait chaud, comment s'habiller? Avec plusieurs couches, cher monsieur. Ah oui, alors c'est ça mon problème. Oui, il ne faut pas se mettre tout nu, si c'est ça que vous Parce disiez que comme là, voilà, problème. là, on est en contexte là. On est en Là, on contexte. sait. Donc c'est-à-dire que votre veste, elle vous protège de la chaleur là. Alors, les couches amples protègent de la chaleur par l'effet cheminée et empêchent surtout la peau de se déshydrater. D'accord, donc c'est-à-dire que ce matin, je me suis levé, j'ai mis juste une chemise, c'était une erreur. Il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu mettre un t-shirt un peu ample en dessous de la chemise, si c'était possible. D'accord. Par exemple, sans vouloir... en dessous de la chemise, moi j'ai encore un t-shirt. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Et vous avez moins chaud? J'ai moins chaud parce qu'en fait, il y a une couche d'air qui est immobile. Et cette couche d'air immobile est un magnifique isolant. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est un magnifique isolant par rapport à la température très chaude de l'extérieur. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Donc en général, on retire les couches. Et si vous prenez les populations du désert, Oui. c'est ce qu'on appelle les fameux ventilations touareg. Les populations du désert ont des vêtements amples multicouches. Donc il faut des vêtements amples multicouches afin de se protéger du soleil. Mais il y a quand même toujours un bruit hein, quand Oui, vous oui. conduisez. Ça Non, va mais toujours Là, j'ai l'impression, j'arrête, hop, et je Ah, c'est réaccélère. ça. Ah, c'est l'accélération. Ah oui.
Ah oui, c'est le tac, 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 tac. Mais enfin, bon, j'ai dit aussi. Ouais. En même temps, là, pour l'instant, on n'est pas dans un très grand danger, si vous trouvez. Non, mais enfin, si on tombe dans la flotte, c'est quand même pas, c'est pas l'idée du siècle. Hein. Ça ferait une séquence sympa. Ça, je pense qu'on pourrait faire le buzz. Vous allez... Puis vous me trouverez bien une question physique à régler. Ah oui, ça c'est certain. Ah oui, la poussée d'Archimède. Oui, alors, allons-y, la poussée d'Archimède. Eh bien, la poussée d'Archimède, en vérité, ce bateau, Oui. pourquoi est-ce qu'il flotte? Parce qu'il déplace un plus grand volume d'eau, si vous voulez. Oui. Et en fait, où se trouve le volume d'eau que déplace le bateau? Dans la coque, dans la fameuse carène immergée. Donc en fait, le bateau flotte parce qu'il y a une grande quantité du bateau qui se trouve sous l'eau Oui. et qui déplace un grand volume d'eau. Et c'est ce volume d'eau déplacé qui porte tout le bateau. Eh, mais alors nous, si on tombait à l'eau, si on ne fait rien et qu'on n'est pas en mouvement, on aurait une tendance à couler. Parce que nous sommes plus denses que l'eau. Ah oui, voilà. Et là, par rapport à ça, nous avons quelque chose de fabuleux. Est-ce que vous avez... on a parlé tout à l'heure des spaghettis. Oui. Est-ce que vous aimez les gnocchis? Ah, j'adore ça. Eh bien, vous savez que... En tout cas, ce que ma Quand le maman... gnocchi est cuit, Il remonte tout seul. Oui. C'est ce que ma maman m'apprenait. Mais ce que j'ai jamais compris, avant de faire la physique, c'est pourquoi est-ce qu'il remonte tout seul, ce fichu gnocco? oui, pourquoi? Eh bien, il remonte tout seul à cause de la poussée d'Archimède. Donc en fait, le gnocco, il possède 80% d'eau. Et cette eau à l'intérieur du gnocco, elle commence à chauffer due à l'eau qui est bout et D'accord. qui chauffe. Et donc à un moment donné, la vapeur d'eau, si vous voulez, à l'intérieur du gnocco le fait gonfler. Et à un moment donné, il devient moins dense que l'eau et la poussée d'Archimède prend le dessus parce que la masse du gnocco n'augmente pas. Par contre, son volume augmente because la vapeur d'eau le fait gonfler et il remonte à la surface. Et donc, en fait, le gnocco, c'est quand même un peu un animal intelligent qui nous dit exactement quand il faut le manger. Je trouve ça plutôt fabuleux. Enfin, que le bon Dieu ait inventé un aliment qui nous dise quand il faut le manger, il fallait quand même y penser, quoi. Ah tiens, le bon Dieu. Le Ça bon Dieu, m'intéresse. il est utile, hein. Oui, mais est-ce qu'un physicien, un scientifique peut croire en Dieu? Alors, croire en Dieu, bien sûr, parce que pendant longtemps, les physiciens, quand même, qui considéraient que la physique c'était la plus belle des sciences, disaient toujours la religion ne doit pas s'occuper de la physique. Ouais. Moi, personnellement, c'est très modestement, j'essaie de renverser le dicton en disant c'est pas la religion qui ne doit pas s'occuper de la physique, c'est la physique qui ne doit pas s'occuper de la religion. La physique, elle vit sa vie. Et la religion, quelque part, elle fait ce qu'elle veut. Il y a respect de ceux qui croient et celles qui croient, et respect de celles et ceux qui ne croient pas. Et la physique ne s'en occupe pas. La religion, c'est un autre terrain de jeu. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a un Dieu, c'est un excellent physicien, un excellent mathématicien, parce qu'il nous a fait un univers qui est réglé au cordeau, Ouais. quoi, avec des constantes de la nature toutes calées précisément pour que tout ça fonctionne au micro-poil. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Et vous? Ah, moi, intimement, je suis ouvert à une certaine forme de transcendance. Depuis toujours? Alors, j'ai eu des cheminements divers et variés, mais en tout cas aujourd'hui, alors on se parle, quoi, disons. Et, Vous faites souvent beaucoup dans ce livre des probabilités ah oui, sur j'adore le ça. fait qu'il y ait des extraterrestres ou le fait qu'on Oui. puisse vivre, d'ailleurs on en reparlera après, dans une simulation. Oui. Est-ce qu'on peut faire des probabilités sur l'existence de Dieu? De la Vous- même manière que vous le faites pour... Pour la simulation. Oui. Oui, vous pourriez faire une probabilité sur l'existence de Dieu. C'est en partie le fameux pari de Pascal, qui était en fait un pari sur un événement. Il disait, je parie sur l'existence de Dieu parce que ça me rapportera plus si ça Oui, se passe que oui. si ça se passe pas. Oui. Et donc c'est techniquement... Ça me rapporte, au pire, ça ne me rapportera rien. Voilà. Et dans le meilleur des cas, ça me rapportera beaucoup. Voilà, et Oui. Pascal a été un des inventeurs des probabilités modernes, Oui, hein, bien sûr. oui, mais là, il ne prouve pas l'existence de Dieu. Non, non, non. Il ne fait pas une probabilité Mais sur si la quelque- possibilité qu'il existe. Oui, mais de la même manière qu'avec la simulation, vous ne prouvez pas que la simulation existe. Vous dites juste qu'il y a énormément de chances qu'on est dans la simulation. Avec l'existence de Dieu, c'est plus compliqué parce que l'existence de Dieu, elle est binaire, si vous voulez. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas jouer avec un grand volant de possibilités sur lequel vous mettez un certain nombre d'événements probables par rapport à des événements non probables, parce que vous n'avez qu'un choix binaire entre deux options. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire soit Dieu existe en 1 milliard de versions
et soit Dieu n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'on perd ce petit raisonnement qui est le fameux raisonnement à la base du calcul de Fermi sur les extraterrestres ou à la base de la simulation, qui est un raisonnement qui en fait utilise la multiplication d'un grand nombre d'événements possibles pour essayer de convaincre que d'une manière probabiliste ces choses pourraient se réaliser. Prenons l'exemple simple. La simulation. Le raisonnement consiste à dire, si on imagine qu'une civilisation future a la compétence, la capacité et l'énergie pour fabriquer une simulation. Ok. Si on imagine que cette civilisation future décide de fabriquer une simulation, alors elle fabrique une simulation. Donc une simulation, c'est qu'on serait dans un jeu par exemple, on serait les Sims quoi. Oui, mais avant que nous on soit dans le jeu, on dit simplement la civilisation future fabrique une simulation. Et si elle en a fabriqué une, et c'est là que ça devient de nouveau vertigineux, ce sera le mot de la soirée, eh bien, alors à ce moment-là, rien n'empêche la civilisation future d'en fabriquer plusieurs de simulations. Et si c'est plusieurs, ça peut être un nombre quasiment énorme, peut-être pas infini, mais énormissime. Et donc, si la civilisation future a fabriqué un nombre énormissime de simulations, quelle est la probabilité que nous, maigres humains, là, ici, sur ce bateau, sur ce canal, avec l'eau qui mouille, soyons dans la réalité alors qu'il y a un nombre incroyablement grand de simulations. Et donc, c'est avec cet argument probabiliste-là qu'il y a des gens très sérieux et même des physiciens, mais je ne sais pas du tout. Mais la question de la simulation, elle obsède certains hommes richissimes de la Silicon Valley. Alors parce que eux, en plus, ils espèrent bien sûr que vu leurs moyens, leur argent et leur technique, ou en tout cas les personnes qui travaillent pour eux, ils pourraient essayer de détecter des bugs dans la matrice et éventuellement tourner la simulation à leur avantage, à leur faveur. Parce qu'en vérité, ce qui les obsède, c'est pas la simulation. Ce qui les obsède, ces gens-là, c'est simplement d'essayer de vivre le plus longtemps possible. Vous les voyez, ils sont en train tout le temps de chercher la potion de jouvence, que ce soit par la chirurgie esthétique, par les compléments alimentaires ou par le sport d'une manière complètement folle. Et l'espoir qu'on puisse vivre dans une simulation, eh bien alors ça signifierait qu'on pourrait à un moment donné coder la simulation pour leur permettre à eux, bien sûr, de prolonger leur magnifique existence. Mais si on les envoyait travailler à l'usine, je vous assure qu'ils seraient moins chauds pour continuer à vivre longtemps. Est-ce que nous on a reçu Jacques Attali dans l'émission et lui il nous disait un jour on saura pourquoi l'homme est sur Terre et d'une certaine manière on saura si Dieu existe à ce moment-là. Est-ce que la science en avançant à 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans pourra nous permettre de savoir si Dieu existe? Ça c'est une question qui est philosophique. Moi je pense que la science, ce qu'elle doit essayer de savoir, c'est comment fonctionne le monde. Et si on sait... mais comment fonctionne le monde? Ça peut être une solution d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Par Dieu, par l'existence de Dieu. Bien sûr, mais ce n'est qu'une conséquence. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le musée. C'est que si vous avez, dans le musée des arts et métiers, c'est si vous avez cette fameuse théorie du tout, que vous... ça continue à faire du bruit, c'est normal. C'est normal, regardez, je suis en train de faire la manip pour rentrer au port. C'est la fameuse manip. Oh, c'est beau, ça va vous rassurer. Oui, c'est magnifique. Moi j'aime bien la terre ferme en fait. En fait, je trouve que... Là, on n'était quand même pas en... Non, c'est pas grave, mais la terre ferme, en même temps, c'est vous qui m'avez proposé de monter sur un bateau. Oui, mais il y avait vous savez que vous êtes sacrifié pour la science. Pour la science, pour Galilée, grâce à votre ballon de basket, on a failli... je vais vite là. On a failli... mettre une petite marche avant. Oh là là, je vais taper. Attendez, hop. Ouais, je suis en train de rater la manip. Oui, là, voilà, complètement. Ah, c'était presque parfait, elle a dit la dame. C'est parce que vous êtes gentil, parce que moi je trouvais que c'était pas si presque parfait que ça. Hein. Puis je suis en train de vous écouter en même temps, enfin c'est pas simple. Hein. Ça c'est pas simple, ça c'est certain. Regardez, je suis pas mal là. C'est parfait, franchement. Oui. Ah, vous voyez? Oui, mais là vous êtes de travers. Ah. Non, mais regardez. Hop. C'est beau, c'est beau. Moteur. Et ça y est, on y est. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Bravo. Vous êtes incroyable. Merci.
Retour à la terre ferme, yes. Non, alors ce qu'on disait en vérité, c'est que si vous avez une théorie du tout, pour corriger quelques minutes sur le bateau, si on a une théorie du tout, certains physiciens disent que c'est comme si vous pouviez lire dans la tête de Dieu, reading the mind of God. Si vous avez une théorie qui explique comment fonctionne la nature, qui explique toutes les constantes de la nature, qui explique d'où viennent les forces de la nature, comment a été créé l'univers. Eh bien, alors à ce moment-là, vous seriez en train de lire la pensée de Dieu. Mais d'un autre côté, on peut aussi considérer, et certains physiciens considèrent qu'il y a une sorte d'incertitude que je vais appeler l'incertitude quantique, qui fait qu'on n'arrivera jamais à tout prédire, parce qu'on aura toujours une sorte de fluctuation. Et c'est une des possibilités aussi une des théories modernes de création de l'univers, qui serait un univers qui serait issu d'une fluctuation quantique du vide, donc qui serait une sorte de création ou de fabrication hasardeuse dans une mousse quantique d'état zéro qui ne peut pas être à 100% fixé à cause du principe d'incertitude. Et à un moment donné de cette fluctuation quantique aurait pu naître, notre univers et peut-être d'autres univers à côté, mais le nôtre bien sûr a donné l'existence d'êtres humains pensants et réfléchissants, parce que sinon forcément on ne serait pas là à se poser la question, comme dirait l'autre. C'est une sorte de principe un peu tautologique qu'on appelle le principe anthropique, qui consiste à dire quelque part, si l'univers est tel qu'il est, il ne peut être que tel qu'il est, sinon on ne serait pas là pour l'observer, quoi. On y va ? On y va. Good. Allez, attention, Julien, on va avoir besoin de notre aide, je pense. Courageuse. Attendez, c'est bon ? Allez, ça passe. Voilà. Julien, viens avec nous, rejoins-nous sur la terre ferme, presque ferme. On vous donne un coup de main. Si jamais vous tombez à l'eau, on sauve la caméra. Ouais. Ça vous rassure. Voilà, on est sur le ponton. Tiens, vous parliez tout à l'heure dans la voiture du fait que vous étiez très attaché à l'enseignement. Oui. Expliquez-moi ça, à quel point, et je voudrais savoir si vous considérez vous aussi que l'enseignement est un peu en danger. À 100%. L'enseignement est tout à fait en danger. Je vous reçuis ? Non, j'ai juste oublié quelque chose sur le bateau, mais je vous écoute. Ah, oula. Hop, c'est bon. Alors, moi je suis à 100% attaché à l'enseignement parce que c'est ma vie, c'est ma raison d'être, c'est ma passion. Et ça c'est quelque chose de fabuleux. C'est vraiment, pour moi c'est le plus beau métier du monde. Donc il n'y a pas. Donc oui, ça pour moi c'est vraiment ça qui me tient debout, si vous voulez. C'est pas les vidéos, tout ça, c'est chouette. Mais ce qui ma raison d'être, c'est d'être prof, quoi. Je dis, d'essayer d'être le meilleur prof pour mes étudiants, pas le meilleur vis-à-vis des collègues, mais simplement d'être le meilleur, de faire le mieux que je peux. Moi je passe mes week-ends à refaire mes cours, à tout, je les refais à la main, je donne cours encore comme un vieux mohican à la craie et au tableau, donc je fais pas de PowerPoint. Pourquoi d'ailleurs vous faites ça ? Alors je fais ça d'abord parce que j'aime bien, sincèrement. Deuxièmement parce que les schémas ou les démonstrations, c'est quand même plus facile de les faire en même temps que vous les expliquez que de simplement les plaquer une diapositive et dire voici le schéma, parce que le schéma, faut bien que la main, le trait parte d'un endroit à un autre. Si les étudiants doivent le recopier, c'est plus facile s'ils voient comment vous le faites que si vous leur tapez la diapositive. Et par ailleurs, j'ai toujours eu un côté un peu, j'aime bien, je suis comme dirait l'autre, un peau rouge qui marche jamais en file indienne, donc j'aime bien un peu, et donc forcément j'aimais bien faire un peu mon mohican, mon dernier mohican, je sais pas si ce sont des peaux rouges, mais enfin c'est un peu l'idée. Et puis cette année, plusieurs étudiants m'ont dit, vous savez monsieur, le bonheur que c'est que vous donnez cours au tableau, car nous on a cours de 8h à 18h qu'avec des PowerPoint, des diapositives. Et là, je me suis dit,
waouh! En fait, on ne se met jamais à la place des étudiants. Donc, on met des amphithéâtres électroniques dans toutes les universités. À la limite, même, parfois, on supprime des tableaux. Mais on ne se met jamais à la place d'un étudiant qui, de 8h à 18h, bouffe des diapositives, mais deviennent fous. Et en fait, ils lisent votre cours. À la limite, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Enfin, là, c'était plutôt les étudiants qui l'appréciaient manifestement, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le souci. C'est juste que nous, on aime bien, que ça nous change d'avoir un bonhomme qui utilise des tableaux et qui fait les cours à la craie. Et pour la petite histoire, j'ai refusé un nombre incroyable de conférences dans des universités, dans des écoles, dans les grandes écoles, parce que simplement, ils ne pouvaient pas mettre à disposition un amphithéâtre avec tableau et craie, ou alors ils en avaient des tout minuscules, mais on savait très bien qu'on allait le remplir à la 6-4-2, le 3-3-3. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Bon. Adorable. Ah ouais, c'était super. Super. Franchement, il s'est beaucoup plaint qu'il n'était pas sur la terre ferme et tout, mais moi je reviendrai chez Aqua. C'est vachement bien. Génial, ouais. Ça, c'est tout le parcours qu'on peut faire. Exactement, ouais. Jusqu'à Bobigny, c'est des balades qui vont de 1h à 5h. Ah, trop bien. Des bateaux électriques sans permis, accessibles à tous, pour les PMR, Incroyable, les d'accord. enfants. Et on peut venir boire un coup et tout. Tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est super. Vous pouvez emmener nourriture, boisson. Ouais, c'est génial. Ça, l'expérience est complète. Bon, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Et donc oui, voilà, je pense sincèrement, et par ailleurs, pour être tout à fait sincère, quand vous n'avez pas le PowerPoint, c'est quelque part un tout petit peu plus difficile de donner cours. Parce que vous avez beau avoir vos notes de cours devant vous, vous n'avez pas ce fichu support qui s'affiche et qui à un moment donné fait que le cours avance, qui a les points clés qui sont indiqués sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc pour donner un cours à l'ancienne, vous devez en vérité le connaître beaucoup mieux que si vous faites fabriquer. Donc on peut travailler, donc on continue à stimuler. Et donc on continue à stimuler. Et donc moi en tout cas c'est ça qui m'excite. Ça m'excite autant de préparer le cours que de le donner. Et ça les gens, parfois ils comprennent pas. Mais je dis, mais vous savez, moi passer mes dimanches à préparer mes cours parce que je les remets en jour et en ordre chaque année et je continue à les préparer sur mes cahiers à la main, en fait c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ah ben voilà. Rebonjour. Vous allez bien? Bon, là, on a plus beaucoup de chemin à faire, mais on va dans un dernier lieu. Oui. Magnifique. Mais là, l'éducation, l'enseignement. Oui, vous disiez qu'il y avait du danger. On dit que le niveau baisse. Je crois qu'un grand nombre de professeurs s'accordent à dire que c'est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Alors, ce sera ma première question. Et deuxième question, on a l'impression, alors en France en tout cas, que l'enseignement n'arrive pas à se défendre contre toutes les attaques sociétale qui lui tombe dessus 100%. Et elle n'arrive pas à l'endiguer. Oui. Pourquoi? Comment? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est... Comment dirais-je? L'enseignement, c'est quelque chose qui est un peu évanescent. Et on est dans des sociétés où tout doit être rentable, tout doit avoir un prix, il faut qu'il y ait une valeur, un retour sur investissement. L'enseignement, quelque part, c'est simplement qu'une société prenne charge de ses plus jeunes et qu'elle dise, voilà, nous avons des plus jeunes dans notre société. Et il faut qu'on leur donne l'instruction publique. Je dis pour moi c'est aussi simple que ça, parce que j'ai même pas envie de rentrer dans des idées compliquées, d'expliquer que si on a des bonnes universités, on va avoir des bons chefs d'entreprise qui vont déposer des brevets. Tout ça viendra naturellement. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est simplement que les jeunes puissent recevoir un bel enseignement, parce que c'est un devoir d'une société de prendre en charge les plus jeunes, les plus fragiles, qui par ailleurs, à un moment donné, dans cette même société, c'est eux qui nous prendront en charge quand ce sera notre tour sans doute. D'être un peu moins vaillant. Ça, je pense, c'est le premier point. Sur l'autre point, sur le niveau, pour moi, je ne vois pas un niveau qui baisse. Non. Non, je vois des étudiants intelligents, motivés, intéressants et qui font plein de choses. On parlait tout à l'heure, je peux prendre cette chose? Bien sûr, elle est à vous. Merci. Enfin, moi. Ça y est, elle est à vous. Ouais, maintenant, elle est à moi. Bon. Quand vous avez les PowerPoint par exemple, moi j'ai des étudiants en première année d'université qui à 18 ans vous font des PowerPoint magnifiques ou
qu'ils soient aidés ou pas par l'intelligence artificielle. Bon, t'en prendre le coquillard, moi à leur âge, je ne savais même pas que PowerPoint, comment utiliser PowerPoint. Donc vous voyez ce que je dis. On ne peut pas dire que le niveau baisse. Ils sont intelligents, ils ont l'intelligence de 2026. Et ce sont, oui, ce sont des magnifiques étudiants. En termes de connaissances pures sur les questions de physique que vous leur posez, là vous me dites oui, ils savent faire des PowerPoint, mais est-ce qu'ils savent répondre de la même manière que vous Ils sont meilleurs. Sans l'intelligence artificielle. Non, ils sont meilleurs que nous. Le niveau en physique a augmenté. D'accord. Donc le niveau, si vous prenez le niveau de Master 2, donc du deuxième master en physique, aujourd'hui, les étudiants sont un plus grand, maîtrisent des concepts plus compliqués, font des équations plus compliquées, sont arrivés plus loin que ce que nous on faisait. Ça c'est très clair. Et dès la première année, la première année est peut-être un peu plus généraliste, mais fondamentalement, ce sont des études dont le niveau a augmenté. Je dis que c'est un niveau qui monte, moi je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, l'un des grands sujets de société, le grand sujet de société, c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que le physicien que vous êtes s'y intéresse? Première question. Est-ce que l'enseignant que vous êtes s'y intéresse? Alors, je m'y intéresse. Est-ce que la physique d'ailleurs a quelque chose à voir avec tout ça, avec l'intelligence artificielle? Oui, alors ils ont donné des prix Nobel, je pense que c'était à des chimistes qui avaient développé, je ne sais plus quel concept précis, et qui avaient donné naissance, et qui sont des concepts qui sont utilisés dans les réseaux neuronaux profonds, qui sont notamment la base de l'intelligence artificielle. Alors en vérité, j'ai une maîtrise du dossier qui est proche du zéro absolu. Vous explosez mon niveau de compétence. Je sais par contre que je vois qu'il y a souvent beaucoup de scientifiques qui ont et d'autres d'ailleurs, pas que, mais qui ont un avis extrêmement clair, tranché sur la question. Et moi j'ai la naïveté ou la modestie ou la bêtise de vous dire qu'en vérité j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que on vivra avec l'intelligence artificielle. C'est comme la révolution de l'internet. Vous pouvez dire c'était pas bien l'internet, je préfère envoyer des courriers papier et de coller le tab sur l'enveloppe. Oui, c'est magnifique, mais à la fin de l'histoire, maintenant les gens s'envoient des mails et donc vous pouvez résister 5 ans, 10 ans. Ceci dit, à l'époque de l'internet, on avait aussi prédit la fin du livre et on n'a jamais publié autant de livres qu'en 2026, donc ça vous montre bien on a beaucoup publié, mais je ne sais pas si on en a jamais aussi peu lu. Alors, ça pose la question. Oui, alors après, il faut un peu voir les études, mais en tout cas, l'économie du livre, alors après, certains disent que c'est une économie qui marche sur sa tête avec une bulle, tout ce que vous voulez, mais à la fin de l'histoire, le livre n'est pas mort. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est la seule certitude que le livre n'est pas mort. Et pour l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Se dire que le monde dans lequel on va vivre est un monde sans intelligence artificielle, ça c'est la folie. Mais de là à penser que tout sera différent, c'est-à-dire que demain ce sera un robot qui donnera cours, je sais pas. Ça, vous avez du mal à y croire pour l'instant. Voilà, croire que ce sera un robot qui vous remplacera et qui fera l'interview et un robot qui tiendra la caméra, j'ai pas. Et alors éventuellement que ce soit un robot qui fasse l'interview et puis que c'est des robots qui regardent les interviews, parce que ça, c'était un peu le délire qu'on s'était retrouvé avec, je pense, Spotify, où on s'était retrouvé avec des artistes qui étaient en fait des artistes gérés par l'intelligence artificielle, qui fabriquaient des chansons de l'intelligence artificielle, et on avait créé des comptes d'utilisateurs qui étaient des comptes d'intelligence artificielle pour pouvoir augmenter le nombre d'écoutes et de vues, pour pouvoir monétiser les chansons. Bah oui, alors si demain sur Instagram vous mettez des comptes de l'intelligence artificielle qui sont regardés par des intelligences artificielles, bah nous on peut les jouer aux pâquerettes, hein, je dis mais on comprend bien que là on tombe sur un paradoxe, donc ça va pas rester duré, quoi. Quels sont les leviers que vous activez pour être intéressant? Ah, ça j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Si, vous devez avoir des méthodes, une manière de faire. Mais des méthodes, des méthodes de quoi? Parce que tous les profs ne sont pas intéressants. Alors, moi, ce qui m'anime quand je prépare un cours, c'est d'essayer de donner le cours que je voudrais avoir. Et donc, c'est ça qui m'anime. Et donc, oui, voilà. Moi, j'essaie de donner le cours que j'aimerais bien avoir. Donc, alors personnellement, j'aime bien avoir donc, pour être prof, il faut être passionné.
Je pense. Est-ce que tous les profs sont passionnés? C'est difficile. Ça, je ne sais pas savoir ce qu'il y a dans la tête de tous les profs. Ça, c'est quand même, c'est un peu une question difficile. Mais par contre, le fait qu'il faut mieux, Feynman le disait. Hein, il disait que la première qualité d'un prof, c'était bien sûr d'être passionné. C'est la première qualité d'un prof. Et la seconde chose que disait Feynman, quand même prix Nobel pour l'électrodynamique quantique et aussi grand prof devant l'éternel, il disait que le prof, et ça je trouve ça fabuleux, il disait que le prof ne devait pas être un prof parfait. Et qu'en fait, le prof, il avait le droit de se tromper. Et moi, je peux vous assurer, je dis, mais c'est tous les jours que je vais donner cours que je raconte une belle boulette. Ah bon? Sur les 2 heures, sur les 3 heures de cours, oui. Je dis, et à un moment donné, emporté par un élan, par une démonstration, je fais un lien, puis je rentre à la maison, je dis, enfin, c'est vraiment c'est une bêtise que tu as dit. Et il n'y a pas de honte. Les étudiants ne souhaitent pas que vous soyez parfait. Et vous ne devez pas vouloir être parfait. Vous devez être passionné. Et si vous êtes passionné, ils se passionnent sur la matière et ils trouveront eux-mêmes la boulette que je leur raconte. Et il n'y a aucun souci, quoi. Je dis, personne ne demande d'avoir un prof parfait. Il suffit qu'il soit passionné. Il y a cette question. Mais ça, je ne la vois pas. Non, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Et je vais la voir. Mais l'internaute la lit. L'internaute la lit. Ça c'est fabuleux ça. Ça c'est une liste. Pourquoi une personne inintéressante ne peut exister? Vous me racontez ça dehors, on sort? Oui. Allez, allons-y parce que on va marcher gentiment. Oui, j'aime beaucoup la référence à Godard. Enfin quelqu'un qui a la référence claire. Oui, Pierrot le Fou. Oui, exactement. Parce que moi chaque fois que je la sors, les gens ils pensent que c'est Alonso le pilote. Mais non, rien à voir. Allez, attention. Au revoir. Ah oui. Allez, venez avec moi, on va essayer. Je viens avec vous. Où est-ce qu'on va encore? On va à la Géode. Ah, on est à la Géode, à la Villette. Voilà. Ah, j'avais visité ça quand j'étais môme. ici. Mais ça date des années 80, non? On va marcher un peu rapidement. Julien va nous précéder, mais va se mettre à côté de nous. Mais alors oui, il faut que vous m'expliquiez pourquoi une personne inintéressante ne peut exister. Eh bien, vous dites. Je vais faire 2 listes. Vous prenez simplement vos connaissances. Oui. Vous faites vos connaissances ou vos amis. Enfin, les connaissances proches. Vous dites, ok, j'ai centaines de connaissances proches, par exemple. Et vous dites, je vais faire une liste avec les personnes intéressantes et les personnes inintéressantes. Oui. Ok, alors vous avez la liste des personnes intéressantes, ça on la regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est la liste des personnes inintéressantes. Oui, on aime bien, ça c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et puis, dans cette liste des personnes inintéressantes, il y a un dernier. Vous avez la dernière qui est la plus inintéressante. Mais cette personne qui est si inintéressante, qu'elle est la plus inintéressante de toutes les inintéressantes, elle devient forcément intéressante de ce fait. Et donc vous dites, ouais, cette personne-là qui est si inintéressante que c'est la plus inintéressante de ma liste, elle est intéressante, je la bascule sur l'autre liste. Et donc vous avez votre liste des personnes inintéressantes moins une. Et à ce moment-là, vous dites, mais la dernière de cette liste, elle est quand même toujours fabuleusement intéressante du fait que c'est la plus inintéressante d'eux. Et donc, de proche en proche, vous basculez sur la première liste toutes les personnes inintéressantes. Et donc, à la fin, votre liste des personnes inintéressantes est vide. Ouais. Donc personne n'est inintéressant. Et donc personne n'est inintéressant. Alors en vérité, ce paradoxe sur les personnes était arrivé comme étant un paradoxe sur les nombres. Parce que dans la théorie des nombres, dans la théorie des ensembles, on essaie de dire est-ce qu'il y a des nombres ou des ensembles qui sont intéressants et inintéressants. Et on avait fait la démonstration là-dessus. Tiens, laquelle vous a le plus... Vous dites, là je suis pas sûr de moi par exemple. Alors, celle qui vous a le plus donné de travail, de réflexion. Le plus de travail que j'ai mis une journée et demie à la pondre, c'était celle sur les fins possibles de l'univers. Ah oui, alors expliquez-nous ça. Alors attendez, je vais essayer de la trouver. Ça, l'univers est-il infini? C'est pas celle-là. Combien y a-t-il? C'est ça, non? Voilà. Et je sais pas où elle est, je l'ai lu tout à l'heure. Attendez, pendant que je la trouve, racontez-moi combien de parapluies faut-il pour ne jamais en manquer. Ah oui, celle-là était fabuleuse. Donc ça, c'est un... Puis celle-là, elle est jolie. Oui, celle-là est jolie. Ça, c'est donc Einstein qui donne cours à Prague. Il a donné cours à Prague. Et à la fin du cours, il s'apprête à sortir de l'amphithéâtre et l'étudiant vient lui dire, monsieur le professeur, ne filez pas, vous avez oublié votre parapluie, dehors il pleut. Et Einstein s'arrête là, un peu interloqué, il regarde dehors, il dit puis il dit oui, vous avez raison jeune homme, dehors il pleut. Et il dit, voyez-vous, moi j'oublie tout le temps mon parapluie. Ouais. Et donc il dit,
C'est pour ça que j'en ai deux, jeune homme. J'en ai un à la maison et j'en ai un à l'université, vu que je les oublie tout le temps. Mais alors, si je prends maintenant mon parapluie de l'université pour aller à la maison, je vais me retrouver avec deux parapluies à la maison et plus aucun à l'université. Donc ça, c'est pas possible. Donc, je laisse ce parapluie à l'université. Et en vérité, ce problème, c'est un problème de gestion de stock. Oui. Parce que Einstein, ce qu'il refuse, c'est de retourner avec ce parapluie à la maison et de revenir le lendemain en faisant un trajet à vide. Bien sûr. Parce que ça, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc il faut qu'il ait plus de parapluies d'un côté et de l'autre. Exactement. S'il augmente son nombre de parapluies, alors la probabilité pour que quand il passe sur un trajet en utilisant le parapluie, because la pluie, la probabilité qu'il ne puisse pas à un moment donné ramener un parapluie là où il était parti devient beaucoup plus faible. Et donc quelque part, le stock s'équilibre. C'est la même chose avec les stations de vélo partagées. Oui, c'est vrai. Tout le monde va au même endroit. Tout le monde va au même endroit. Ou si vous avez des rues qui se trouvent en bas de la pente, tout le monde... Oula. Alors attendez, je pense que pour aller à la géode, peut-être qu'on peut faire comme ça. Oui, regardez, on va monter, descendre. D'accord. On va commencer par descendre plutôt. Oui, parce que... On va descendre, monter alors. Oui, oui. Et donc en vérité, et donc il faut augmenter le nombre de stocks de parapluies. Alors dans le bouquin, j'ai fait le calcul pour 7 ou 10. Mais de mémoire, si vous mettez 7 parapluies à la maison et 7 parapluies à l'université, ça fait un budget parapluie. Mais à la fin de l'histoire, quelque part, vous êtes bon. Ouais. Mais les stations des vélos partagés, elles passent, les gens travaillent la nuit à ramener les vélos et à remettre le stock à l'équilibre parce que les trajets ne sont pas équiprobables. Les trajets n'ont pas la même probabilité. Comme vous dites, il y a des trajets que les gens préfèrent faire et d'autres trajets qu'ils n'aiment pas faire. Et donc les vélos s'accumulent dans certaines stations et pas dans d'autres. C'est exactement le problème de Einstein et ses parapluies qui est résolu avec des chaînes de Markov dans le concret, si vous voulez. Que Einstein, il était mort, qu'il n'avait pas résolu. Enfin, c'était un petit paradoxe de logique, un peu un paradoxe de blague, si vous voulez. On est dans un endroit un peu futuriste quand même. Je pense qu'on va remonter ici, regardez, et on va retomber directement sur la géode. D'accord. Mais la géode, elle est par là. Hein. Non, elle est là, regardez. Mais non, il y a écrit géode à gauche. Ah, c'est marqué géode à gauche? Ah oui. Ah bah si c'est marqué géode à gauche, je vais suivre les panneaux alors. Oui, le panneau qui est par terre, quoi. C'est ici, en effet. C'est vrai que c'est un peu futuriste cet endroit. C'est incroyable. Mais moi, ça me rappelle quand j'étais môme, j'étais venu, j'avais forcé mes parents à venir à Paris. Oui. Et à ce qui m'emmène. Mais on avait dû voir deux choses quand on était venu à Paris. Il fallait absolument qu'on aille voir le tombeau de Napoléon aux Invalides. Aux Invalides, ça c'était la première chose parce que j'étais un fan de Napoléon. Et deuxièmement, bien sûr, la musée des sciences. Enfin, ici, la Villette et la Géode. Alors, vous habitez où? À Bruxelles? À Bruxelles, à côté de l'université en vérité. Et vous avez jamais quitté Bruxelles alors? Si, quand j'étais à Milan, j'étais pas à Bruxelles. Oui, bien sûr, au début. Depuis, je n'ai plus quitté Bruxelles. Et j'en suis pas Vous pourriez retourner habiter en Italie? Non. Non, moi je suis belge. Ma vie est en Belgique. Mes études sont en Belgique. Je parle l'italien comment? Quand je vais en Italie, ils me disent, ils m'appellent le francese, c'est-à-dire le français. Alors déjà, je leur explique que je suis belge. Elle est là, on la voit. Ah ben oui, incroyable. Et donc, ils l'ont ouverte, on peut l'ouvrir. Mais oui, vous allez voir. Julien, est-ce qu'on arrive à la filmer d'ici ou elle est dans le noir, cette géode? On voit les triangles. Hein. Alors venez, c'est par ici. Il y en a plus de 3000, je pense, hein, des triangles. Je crois que c'est ce monsieur qui nous attend. Ah. Bonjour. Bonjour. Thibaut. Enchanté Alexis. Enchanté. Vous nous attendez alors? C'est parfait, magnifique. Merci d'avoir ouvert pour nous. Merci beaucoup. C'est adorable. Alors on passe par ici. Voilà. Le hall immersif. Oui, c'est pour faire petit à petit rentrer dans l'idée, hein, on est bien d'accord. On prépare l'immersion. Oui. Ah tiens alors, une petite question ici, parce que c'est quand même magnifique. Oui. Mais là, on est à l'intérieur du dôme. Hein. Pas encore. Oui, non, parce qu'en fait, c'est un dôme qui est posé sur un socle. C'est parce qu'en fait, le dôme se termine là, et ça, c'est le socle. Oui, c'est vrai qu'on commence à voir le dôme. Nous, on est à la base, on est dans la base du dôme. Vous m'expliquez alors, c'est
fin de l'univers. Ah, misère. Alors, cette histoire de fin de l'univers, il y a plusieurs fins possibles de l'univers. Oui. Alors, tout dépend de comment est-ce que notre univers est. Est-ce qu'il est dans une phase d'expansion qui ralentit? S'il est dans une phase d'expansion qui ralentit, à un moment donné, la gravité prend le dessus, et à un moment donné, la gravité prend le dessus, et l'univers se racrapote. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch. Si maintenant l'univers est dans une phase d'expansion accélérée, alors la gravité n'arrivera jamais à prendre le dessus. L'univers continue à s'étendre, à s'étendre, à s'étendre indéfiniment, et à un moment donné, c'est tellement étendu qu'il n'y a plus de différence de température possible, on ne peut plus fournir le travail, rappelle les fameuses machines de Stirling, les machines à vapeur, il n'y a plus de différence de chaleur d'un endroit à l'autre, et c'est la mort thermique de l'univers, ce qu'on appelle le Big Freeze. Ça, c'est un autre concept. Deuxième concept, donc. Le deuxième concept. Alors, vous avez un autre concept qui est le fameux Big Slurp. Le Big Slurp signifie la grande succion, un peu comme Jabba le forestier là. Alors ça veut dire que l'univers, on serait dans une sorte de vide métastable, de vide instable, et à un moment donné, il y aurait un phénomène quantique de basculement du vide, et tout notre univers serait aspiré dans le vrai vide, et ce serait la mort par la grande succion, si vous voulez. Alors l'idée, c'est que ce basculement se déroule quelque part dans l'univers, et puis se propage à la vitesse de la lumière dans tout l'univers. Donc techniquement, il pourrait déjà s'être produit quelque part, mais c'est tellement loin qu'on le saura que dans quelques milliards d'années. Alors ça, c'est le Big Slurp. Alors le Big Crunch, ça c'était le racrapotage, le Big Freeze, le Big Slurp, le Big Rip. Alors le Big Rip, ça c'est la grande déchirure, ça c'est l'expansion qui s'accélère tellement qu'à un moment donné, elle déchire la structure même de l'espace-temps. Donc tout va faire crack, depuis les noyaux atomiques jusqu'aux molécules, en passant par les électrons, toute la structure de l'espace-temps se déchire. Donc ça c'est la grande déchirure, et là on est chocolat bleu pâle aussi. Et alors la dernière fin possible de l'univers, c'est attendez, il faut que je retrouve. Oui. Mais je trouve que parce que je crois qu'on a les principales. Attendez, c'est pas ici. Non, ça c'est pas cette question-là. L'univers est-il infini? Non, c'est pas celle-là. C'est les fins possibles. C'est vers la fin. Hein. Non, ça je sais pas. Je connais pas la pagination. Les extraterrestres, pourquoi le ciel est-il Je crois que c'est au début. Cette question-là, oui. Bon, vous savez quoi? On va remonter puis vous allez nous dire la dernière partie. Oui. Alors, je crois qu'il faut prendre l'ascenseur pour aller au dôme, c'est ça? Oui. C'est ce qu'il nous a dit, non? Ah super, on va se faire accompagner, mais je pense qu'on peut appuyer sur le bouton déjà. Oui. Sur le bouton. C'est quelque chose ici déjà. C'est un cinéma maintenant la géode. Oui, on peut voir des films immersifs, puis on peut voir des documentaires, et je crois que c'est ce qu'on va pouvoir voir à ce moment-là. Alors attendez, il faut que je la retrouve quand même cette histoire. Attends, mais il faut la faire avec la table à terre. Hein. Bah oui, c'est vrai. Alors. Ah bah c'est le deuxième en fait. C'est le deuxième. Oui, il me semblait qu'il était. Alors attendez, le Big Slurp. Le Big Chill, c'est en fait l'univers, c'est la constante cosmologique qui était. Mais le Big Chill, c'est normal que je m'en rappelle pas parce que c'est le scénario le plus improbable, parce qu'il faut absolument que la constante cosmologique soit lambda soit égale à 0. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une compensation précise au centime de degré, enfin à la décimale près, entre la force de gravité et, si vous voulez, le régime d'expansion. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'univers, entre guillemets, se fige, il se fige dans son extension. Donc tout est. Mais ce scénario, pour que vous soyez avec une constante cosmologique lambda égale 0, 0, 0, il est quasiment possible. Oui. Personne ne pense que pour l'instant, on est plutôt dans l'idée que la constante cosmologique, si mes souvenirs sont bons, est positive. Mais en tout cas, personne ne pense qu'elle pourrait être précisément nulle, parce qu'il suffit qu'elle soit pas nulle pour que ce soit les autres scénarios qui rentrent en ligne de compte. D'ailleurs, le terme de Big Chill, c'est une création locale. C'est pas un terme validé par la communauté scientifique. Ah oui, pardon. Oups.
Je pense que tout le monde souhaite faire partie de quelque chose de plus grand que ce que l'on peut faire Merci seul. beaucoup. Construire le télescope Webb, c'est exactement ça. En tant qu'astronome, c'est incroyable pour moi de travailler sur le C'est très bien. télescope Webb. C'est la prochaine étape cruciale pour avancer dans notre Enfin, incroyable, hein. univers. C'est comme s'il y avait un rideau au-delà duquel nous ne pourrions pas voir. Le télescope Alors, va nous permettre il y a un truc de dingue, c'est qu'en fait le système de la géode, c'est un dôme géodésique qui est construit sur une sphère. Et donc en fait, le dôme géodésique se trouve à l'extérieur, il est construit avec des triangles, et la sphère se trouve à l'intérieur. Donc c'est tout à fait logique qu'on se trouve dans une sphère, parce que là, c'est la sphère qui sous-tend le dôme géodésique. C'est par construction géométrique que ça doit être comme ça. Je ne sais pas, on continue à monter ou descendre? Vous me rejoignez? Ah, mais vous êtes où là? Les gens ont cru que la Terre était le centre de l'univers et que tout le reste tournait autour de nous. Mais en 1609, Mais je vois rien, moi je suis aveuglé par le bazar. Le cran du dessus. le ciel, son télescope fait à la main Voilà. et a trouvé des preuves pour démontrer que nous tournons en fait autour du Soleil. C'est incroyable. Le temps de Galilée est loin Ouh. et nos télescopes sont devenus amplement plus performants. Je crois que c'est un documentaire On sait sur le maintenant que télescope Soleil Webb. James est Webb. ordinaire Ouais. dans une galaxie que nous appelons la Voie lactée. Est-ce que vous pensez à l'au-delà parfois? À l'au-delà, à la conquête de l'espace et à l'au-delà dans le temps? Quand j'étais môme, énormément. Quand j'étais môme, énormément. Et je trouve, et alors c'est pas pour faire mon vieux con, mais je trouve que par rapport à maintenant, une chance qu'on avait, c'est qu'il y avait un tout petit peu moins de pollution lumineuse. Et donc, il suffisait d'aller à la campagne, on levait les yeux et on pouvait rêver comme ici. Alors qu'aujourd'hui, vous allez même à la campagne, vous voyez même pas la Voie lactée. Alors que quand moi j'étais môme, je voyais la Voie lactée. Et ça, c'est... Ah ben voilà. Il y a 13,8 milliards d'années. Ah, ils sont précis, c'est les Il chiffres. s'agit du commencement du temps et de l'espace. Mais regardez, ici, vous ne savez pas savoir si c'est vous qui bougez ou pas. Hein. Non. Forcément, c'est le principe de relativité de Galilée. L'univers n'était composé que d'hydrogène et d'hélium. Et il brillait comme un feu de camp chaleureux. Il dit qu'au Big Bang, l'univers n'est composé que d'hydrogène et d'hélium. Vous êtes constitué aussi à 65% d'eau. Ouais. Une molécule d'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène. Donc en vérité, la majorité des atomes qui vous constituent, c'est de l'hydrogène. Et la majorité des atomes qui vous constituent, ils proviennent du Big Bang. Parce qu'il n'y a pas eu de création d'hydrogène depuis. L'hydrogène a été créé au Big Bang. Donc vous êtes poussière de Big Bang. Parce que les gens disent qu'en fait on est poussière d'étoiles, que nenni, on est poussière d'étoiles que pour les atomes lourds, que pour le carbone, l'oxygène notamment, se sont créés au sein des étoiles. Mais l'hydrogène, qui est l'élément le plus léger, le premier élément du tableau périodique, lui, il a été créé lors du Big Bang. Il n'y a pas eu de création d'hydrogène depuis. Donc tout l'hydrogène qui vous constitue, qui se trouve dans l'eau, c'est l'hydrogène qui a été créé lors du Big Bang. Comment vous interprétez, quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle course vers l'espace? Ça s'est arrêté en gros pendant 50 ans. Ouais. Et là c'est reparti. Là c'est reparti comme en 40, entre guillemets. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais, c'est reparti comme en 40. Alors je pense que c'est parti bien sûr pour des raisons économiques et politiques et autres, mais c'était déjà le cas avant de la première course. Mais moi ce que j'ai été impressionné, c'est que lorsque Artemis 2 a fait le tour de la Lune, toute la Terre, toute la planète était scotchée là-dessus. Hein. Je dis, moi, mes étudiants, ils étaient scotchés. Enfin, je dis, chaque fois que je faisais un post sur les réseaux qui parlait de ça, c'était waouh. Donc, ça veut dire que on continue à rêver avec ça. Et donc je pense qu'Artemis 3, ce sera quelque chose. Et puis Artemis 4 qui va aller se poser sur la Lune, ce sera encore quelque chose d'encore plus. Donc il ne faut pas croire qu'on continue à rêver par rapport à l'espace. Mais c'est parce que vous jouez avec des humains. La mécanique quantique, on peut dire, ouais, on a manipulé 2 atomes, ok, d'accord. Mais bon, là, c'est des humains qui vont là, c'est des humains qui ont été le plus loin avec Artemis 2, qui ont été le plus loin que chaque humain n'a jamais été, hein, vu qu'ils ont fait le tour de la Lune. Oui, il y avait déjà une mission Apollo qui avait fait le tour de la Lune, mais qui l'avait fait en orbite plus basse. Et donc cet équipage-là a été le plus loin de la Terre. C'est l'équipage humain qui était le plus loin de la Terre. Est-ce que vous arrivez à y voir encore une forme d'aventure, ou vous y voyez qu'une question économique et de conquête militaire, financière? Ah non, mais moi je n'y vois que l'aventure. Moi en tout cas quand j'étais Artemis 2, j'étais retourné comme en enfance. Donc moi là je
n'ai vu que l'aventure. Et je sais que de temps en temps, je disais, ouais, mais c'est les formes de c'est le début d'une nouvelle de Star Wars, d'une nouvelle guerre mondiale. On m'a dit, ah oui, mais attention, ça consomme beaucoup de combustible. Ça, moi, j'étais comme un enfant. Je suis pas naïf. Je savais bien qu'il y avait d'autres déterminants, mais j'étais comme un enfant. Est-ce qu'on pourrait aller sur Mars? Est-ce que vous et moi on le verra? Utiliser le télescope pour les étudier. Alors, aller sur Mars, c'est laquelle? C'est la planète rouge, oui, c'était juste au-dessus de l'orbite. Mais c'est pas une sinécure aller sur Mars, hein, parce que le voyage aller-retour... 9 mois, je crois. C'est 9 mois, mais donc, si vous avez une grâche de dents sur Mars, vous avez intérêt à avoir une bonne tenaille et vous l'enlevez tout seul. D'ailleurs, la science peut tout, vous le dites souvent dans vos vidéos. Est-ce que la science pourra nous permettre un jour d'accélérer, d'aller plus vite sur Mars? Ou ça, non, il y a des constantes qui fait qu'on... Non, la science pourra. Le jour où on mettra au point, par exemple, un moteur à distorsion, les fameux moteurs à distorsion qui utilisent une sorte de métrique spéciale, ce sont les moteurs qui permettraient théoriquement de tordre et de dilater, de contracter l'espace-temps devant et derrière, et donc de voyager de voyager à des vitesses supraluminiques par rapport aux observateurs extérieurs. Donc la physique, comment j'appelle la physique de l'impossible ou la physique de la magie, elle peut vous faire rêver, mais on est sur des échelles temporelles qui dépassent l'échelle d'une vie. Mais attention, hein, on n'est pas sur des échelles temporelles du millénaire. Hein, donc je dis, alors moteur à distorsion, je ne dis pas, mais je sais pas moi, la Révolution française, c'était 1789, donc c'était il y a 250 ans. On n'est pas loin. Vous vous projetez dans 250 ans, je dis ce sera un autre monde. Hein, on va être considérés des troglodytes pour ces gens-là. Hein. Je dis et 250 ans, c'est rien du tout à l'échelle de l'humanité. Hein. On monte un peu encore pour voir ce que ça donne de plus haut. On peut monter, nous pouvons monter. Et tiens, il y a une question que je me posais, alors qui n'a rien à voir avec ça, mais je vous la pose parce que je me suis dit, il faut que je lui demande quand même. Je l'ai entendu si dire ça n'a rien à voir, si c'est le prix d'un cornet de frites à Bruxelles, j'ai pas le prix. Hein. Non, il y a des questions à nouveau de probabilité, mais. Ah, dites-moi. Oui. Oh, attention, tombez pas. Les sondages. Les sondages. Oui, je vous ai entendu parler des sondages, ça m'a intéressé. Oui. Est-ce que je peux maintenant me fier aux sondages pour la prochaine présidentielle? Non, aucunement. Vous ne pouvez pas vous fier aux sondages. Ça, il y a une énorme étude qui a été faite aux États-Unis sur je ne sais pas combien de milliers de sondages depuis 1958 de mémoire jusqu'en 2008 ou 2009, où ils ont pris les sondages, bien sûr, par rapport à l'élection du président de la République états-unienne. Et en vérité, les sondages, aucun sondage n'est prédictif du résultat. Ouais. Et certainement pas les sondages 3 ans, ni 2 ans, ni un an avant l'élection, vu que l'élection présidentielle américaine c'est tous les 4 ans. C'est un peu moins d'un an là, pour la France. Même à partir de maintenant, on peut toujours pas. Et les seuls sondages qui commencent à pouvoir de temps en temps avoir une valeur prédictive, c'est à 1 mois de l'élection. Donc aujourd'hui, les sondages ne servent pas à prédire le résultat de l'élection. Autre chose, c'est de dire qu'ils ne pourraient pas avoir un effet de modification de la réalité, dans le sens que vous avez éventuellement des candidats qui vont se maintenir ou ne pas se maintenir à cause des sondages. Donc le sondage a quand même une influence dans le jeu politique, mais ce n'est pas une influence scientifique. C'est une influence parce que nous souhaitons lui accorder de l'importance, ou éventuellement que certains candidats ou certaines familles politiques n'ont pas d'autre manière pour choisir qui sera leur champion que de se fier au sondage. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité ou l'intelligence ou la vista pour trouver une manière autre de choisir leur champion. Et donc, ils s'en réfèrent au sondage. Mais d'un point de vue de la science, les sondages que vous faites aujourd'hui, vous pouvez les mettre au bac, ce qui veut dire les mettre à la poubelle en belge. Allez, on monte. Ça donne presque un peu mal au cœur, quand même. Quand on regarde pas, non, mais quand on regarde, oui. Oui, mais c'est bien d'aller voir en haut si on voit des différences. C'est vrai. Et cette fusée là qui s'envole, alors elle a pas besoin d'elle.
Elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin d'elle. Non, elle fonctionne avec le système du prout dans l'espace, la fusée. Ouais, Parce qu'en fait, elle embarque du carburant et du comburant. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, donc elle a besoin de comburant pour pouvoir comburer le carburant. Et donc, quand le carburant, quand il y a création, explosion, si vous voulez, fabrication du gaz, expulsion du gaz, la fusée avance. Donc elle avance avec la fameuse troisième loi de Newton dont on a parlé depuis le début. La fameuse action-réaction de l'avion sur l'air, la fusée l'utilise en action-réaction en j'expulse un gaz d'un côté, j'avance de l'autre. Et donc c'est ça que j'avais pris. Alors ça marche quand on est dans l'atmosphère. Quoi? Quand on sort. Non, quand on sort de l'atmosphère, parce que ça, si vous expulsez un gaz, vous avancez de l'autre côté, et ça marche en dehors de l'atmosphère. Ok. Tandis que l'avion, lui, doit s'appuyer sur l'air. Donc c'est exactement ce que vous avez dit. La fusée, elle avance par éjection des gaz, alors que l'avion, il avance en s'appuyant fondamentalement sur l'air. Il y a une dernière question. Une dernière? Allez. D'accord. Moi, c'est vous qui décidez. Ouais. Pour moi, ça Parce peut être que là- l'avant-dernière aussi. Là, mais- regardez. Oui. Face à ça, vous nous parlez des extraterrestres. Ah, Où sont les extraterrestres? ah, où sont, ça, je ne sais pas vous dire. Parce que ça, si je pouvais vous dire où sont les Mais c'est pas extraterrestres, ça votre question? c'était est-ce qu'ils peuvent exister? Ouais. Alors, est-ce que les extraterrestres peuvent exister? Ça, c'est le fameux paradoxe de Fermi. Donc, vous dites exactement. Alors, vous dites, OK, là, il y a le Soleil, il y a la Terre. Et puis, vous dites, chacun de ces points lumineux, c'est une étoile. Éventuellement, chacun de ces points lumineux, c'est une galaxie. C'est-à-dire des centaines, des millions d'étoiles. Donc, dans toutes ces galaxies, avec des millions et des millions d'étoiles, il y a tout plein de soleils. Et derrière, et avec ces soleils, il y a plein de planètes. Il y a bien de temps en temps une planète qui est habitable. Oui. Et donc Fermi avait dit, OK, et donc toutes ces planètes potentiellement habitables, il y en a bien l'une ou l'autre qui a dû voir apparaître la vie. Donc ça veut dire que les extraterrestres, les martiens, entre guillemets, auraient dû coloniser la Voie lactée. Or, on n'a jamais vu de Non. traces de cette colonisation de la Voie lactée. Ah, certains donc- si, mais bon. Mais certains, si, mais enfin bon, et donc on est au Mais enfin, cœur bon, quoi. du paradoxe de Fermi. Non, mais on est au cœur du paradoxe Ouais. de Fermi. C'est-à-dire que quand on fait les calculs, une des manières de faire les calculs consiste à dire qu'on devrait avoir des extraterrestres partout, or on ne les voit pas. Donc Fermi, à Los Alamos, il avait dit, mais où sont-ils tous? Où sont les C'est-à-dire, extraterrestres? où Par sont- interrogation, voilà, paradoxe le de fameux Fermi. paradoxe, comme quoi ce bouquin est vraiment bien en fait. Ah oui, il est drôlement bien, ça c'est vrai. Je vous conseille vivement comment rester au sec avec une veste mouillée. Si vous prenez que la fin de l'émission, vous ne savez pas. Sinon, vous remontez dans l'émission. Oui. Ou sinon, vous achetez le livre. Ah ouais, le livre c'est pas cher. Merci beaucoup. Ah, avec grand plaisir. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Je crois Avec qu'on grand va plaisir. rester là pour finir la fin du documentaire. C'est magnifique. Hein. C'est incroyable. Oh là là. Juste pour confirmer que vous voyez la même chose que moi, on a le miroir principal. Tout Ouais. est bon. Ah oui, c'est confirme. leur logo d'ailleurs. Le miroir principal, tu vois sur le t-shirt de James Webb, c'est le logo. Quand tu vois le polo, Ouais. c'est le miroir principal qu'ils ont en logo. Déployer complètement le télescope. Ça, c'était le déploiement, c'est quelque chose. Ça. J'étais dans un champ. Tu vois, c'est le. Ouais. Ma mère me cherchait et je ne disais rien parce que j'étais allongé par terre à regarder les étoiles. Je regardais les satellites.